Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello David, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, merci. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, on est sur le 28e épisode. C'est un épisode très particulier. Je reçois David Cretin. Et David, c'est pas n'importe qui pour moi. Ça a été la première personne avec qui j'étais en contact dans le domaine du fitness parce que c'était mon formateur il y a plus de 10 ans en arrière sur le module théorique. Et je me rappelle, pendant les 45 premières minutes, m'être dit: «Mais qu'est-ce que je fous là? Il est en train de me parler de quoi ce mec-là?» Et après je me suis laissé porter par l'enflammement général du bonhomme et ça a été un pur bonheur. Donc ouais, David, aujourd'hui, c'est un épisode particulier pour moi. Pour les gens qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Bah oui, je vais essayer de faire court, simple et efficace. Donc je m'appelle David Cretin, j'ai 46 ans maintenant et ouais, ça commence à faire. Donc bah, moi je suis de formation préparateur physique, passionné par le corps humain. J'ai toujours bossé là-dedans et donc c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir, remplacer une pointure, de la physiologie chez Fitz, donc en Suisse et donc du coup, bah, j'ai eu la chance de pouvoir donner des cours d'anatomie, physiologie, principes généraux de l'entraînement, biomécanique et tout ce qui est lié au coaching d'une manière générale et c'est vrai que je me rappelle effectivement de voilà, des 1 séances ensemble. Alors toi, je t'avais marqué peut-être sur ma façon d'être et sur l'énergie que je mettais. Toi, tu m'avais marqué sur, une attitude, une réflexion que tu avais eue et je me rappelle, je sais pas si tu t'en rappelles, quand tu étais intervenu à un moment donné en disant: «Mais de toute façon, moi, mes clients, je dois les accueillir comme si c'était des amis à la maison et je dois tout faire, pour qu'ils passent un bon moment» et en fait, ça est resté gravé là parce que je me suis dit: «Putain, il y en a un qui a enfin un cerveau» et c'est pas simplement, juste pour, apprendre et recracher de la théorie, c'est dire: «Waouh, le gars-là, il a compris qu'on était dans du service» Ouais, et en fait, ouais, voilà. Puis au-delà, voilà, des caractères qui matchent bien ouais, ensemble, ça c'est sûr. voilà. OK. Voilà et donc bah, Heu, actuellement, voilà, je mmh suis en double activité, dans le conseil. Le conseil, patrimonial, financier parce que ça a été ma reconversion pour pouvoir justement préparer ma retraite, de vieux papy du coaching. Parce que, bah, voilà, en étant indépendant, on sait très bien qu'on n'aura pas de retraite, donc il faut trouver des activités où on sait qu'on va pouvoir bosser longtemps, avec de l'énergie, et que c'est hors de question pour moi que quand, la montre des 67 ans va arriver, je me dis: «J'arrête de travailler». mh. Donc ça, c'est une des raisons qui m'a motivé à faire ça, accompagner les gens parce que j'adore ça et puis, bah, je suis toujours dans mon activité, je me suis relancé dans mon activité de préparation physique, suite à des petits, soucis de santé. OK. Voilà. Reprenons sur le début, coach, alors préparateur physique, coach, personal trainer, ça ça a été ton domaine de formation initial? Ouais. OK. Ouais, c'est-à-dire qu'au départ, quand je suis sorti de mon bac, mon père m'avait dit de faire une année de fac de sciences. Alors il y a eu un transfert, je pense, indirect dans la volonté de faire ça, en me disant: «Bah, voilà, si tu fais, fac de sciences, ça va t'ouvrir tout un tas de portes sur les grands concours de la fonction publique en France» Mmh. et donc du coup, je l'ai fait parce que j'avais une relation très particulière avec mon père, mais ça a été un échec, cuisant. C'est-à-dire que j'ai été ça a été un enfer pendant 1 an et OK. j'ai eu la chance de tomber sur le second semestre sur, des profs qui se souciaient quand même de leurs étudiants et donc du coup, on a passé un deal. Alors on était dans un groupe, je saurais même plus te dire l'intitulé du groupe. On était dans un groupe où on disait: «OK, ben voilà, si vous vous engagez à finir votre semestre en y mettant les moyens et cetera, nous, on s'engage à gonfler votre dossier en fonction des orientations que vous vouliez, avoir» et donc OK. j'ai trouvé, la démarche, humainement top et donc du coup, ben, ouais, on a fait le deal quoi et donc du coup, bah, ouais, je me suis investi là-dedans. Donc j'ai remonté, on va dire, la barre sur toutes les matières, très compliquées pour moi qui étaient les maths en fac de sciences, c'est assez costaud et donc du coup, bah, ils m'ont gonflé mon dossier pour que je puisse rentrer en fac de sport parce que moi, c'est ce que je voulais faire dès le départ OK. et quand je suis arrivé en fac de sport, le paradis s'est ouvert à moi. J'ai passé, 4 ans, juste magiques, voilà, OK. juste magiques.
Pourquoi? Parce que je me suis gavé d'apprentissage, sur toutes les matières scientifiques, sur toutes les matières littéraires. J'ai appris à aimer l'histoire grâce à l'histoire du sport. J'ai eu des profs qui étaient des pointures en histoire du sport, en sociologie, ce qui permet de comprendre le monde dans lequel tu es et comprendre les intrications qu'il peut y avoir justement entre la pratique sportive et puis, ce qui se passe dans nos sociétés. Mmh. J'ai trouvé ça mais juste passionnant sur la psychologie, sur, les techniques d'éducation et cetera. Donc en fait, chaque enseignement était pour moi une source, d'enrichissement personnel. Je me gavais franchement, mais littéralement, je me gavais de ces savoirs-là et je me suis éclaté et je parle pas de la pratique sportive où là, tu dois ouvrir ton champ des possibles. On touche à tout. On OK. touche absolument à tout, quoi. J'ai fait du kayak en plein hiver sur le dos, quoi. Ah ouais. Bon, Donc les activités extrêmes, c'est un truc que tu aimes bien aussi, non? ouais, ouais, Mmh. moi, j'ai adoré tout ce qui était, ce qu'on appelait les APPN, hein, les activités de pleine nature. Je me suis, régalé là-dedans. Alors que moi, j'étais dans le groupe handball-rugby, parce que Mmh. c'est mes deux religions. Mais ouais, non, mais je me suis éclaté, quoi. Mais dans tout, même en GRS, on s'est marré, on a fait péter un câble à la prof, mais ouais, c'était juste, magique. Voilà, OK. c'était vraiment, top. Une fois ton parcours, fac de sport terminé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pars directement dans le milieu professionnel ou est-ce que, tu fais des formations supplémentaires? Alors je pars directement dans le milieu professionnel, mais sur un coup de tête parce qu'en fait, j'ai un accident, d'escalade juste avant la fin de ma maîtrise. Donc du coup, je me dis: «Oh fichier, je vais pas repartir sur un DESS ou un DEA». J'ai plus eu le courage de me taper des heures à la fac. Donc du coup, j'ai suivi la copine de l'époque et Mmh. je suis parti dans les montagnes, à Grenoble et là, j'ai démarré directement, dans le milieu professionnel, donc dans une petite MJC. Alors pour les Suisses, je sais pas si vous connaissez, c'est Maison de la jeunesse et de la culture. OK. C'est associatif, mais on est quand même rémunéré à coups de lance-pierre, mais par contre, ça a été, je pense, la plus belle expérience professionnelle de ma vie, OK. heu, à la fois humainement et à la fois techniquement, parce que je suis arrivé dans un petit club de musculation où il y avait que des culturistes quasiment. Voilà, donc c'était géré par un culturiste, il y avait enfin voilà, il y avait que des Golgoth et moi j'arrivais avec, tu connais mon physique, hein, d'athlète, avec ma passion pour la course à pied et je me tape que des mecs qui font de la compète en culturisme et je me suis retrouvé face à un public que je ne connaissais pas, dont j'avais pas d'a priori. Mmh. Et j'ai découvert des personnes merveilleuses. Alors avec, des grosses valises, hein, ça c'est Mmh. clair, qui expliquent aussi leur engagement là-dedans. Mais j'ai appris à découvrir cette activité-là. Sur la partie musculation, je crois que j'ai tout appris grâce à eux. C'est vrai que Voilà. en termes de culturisme, enfin, le culturiste, qui a aussi du kilométrage au compteur, il peut t'apprendre des trucs en termes de musculation, quoi. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair et net et Mmh. j'ai appris à avoir un regard pas, tu sais, pas passionné par rapport au dopage, c'est-à-dire un regard juste objectif, c'est-à-dire tu discutes avec des mecs qui assument clairement à un moment donné, prendre certains produits, connaître les conséquences à la fois néfastes d'un point de vue santé, mais aussi au niveau, voilà, judiciaire, Mmh. légal. Moi, j'ai vu, voilà, la police se pointer dans mon club, parce que du coup, j'étais le responsable du club Ouais. après, dans mon club, venu récupérer des mecs et les emmener avec les bracelets, quoi. Ouais. Et c'était des copains, les Ouais. flics et OK. les personnes et voilà et quand tu apprends, par exemple, que tu es sur écoute, voilà et que le flic en question vient te voir et te dit: «Bah, je suis désolé, mais on n'avait pas le droit d'en parler, mais voilà, ça fait 6 mois que tu es sur écoute». Alors bon, moi j'étais blanc comme neige, donc il y avait pas de souci. Mais du coup, ça fait bizarre. Donc j'ai vraiment, toi, c'était un microcosme où j'ai appris plein, plein, plein de choses. Et OK. puis après, voilà, la loi française est tellement bien faite que quand tu as un master en préparation physique, tu peux pas entraîner monsieur, madame, tout le monde. Donc j'ai passé un brevet d'état métier de la forme et c'est là où je suis tombé dans le fitness que je ne connaissais Alors pas attends, et là, il voilà. faut juste tu peux revenir là-dessus. Quand tu as un master en sport, tu peux pas coacher monsieur et madame tout le monde. Non, Mais tu peux coacher qui, du coup? les athlètes. Les athlètes qui C'est sont complè inscrits dans des compétitions, c'est du délire. c'est complètement con.
Alors, c'est peut-être plus comme ça maintenant, hein, mais je te dis OK. ça il y a 25 ans. Mais donc oui, il y a Jeunesse et Sport qui est venu taper à la porte et qui m'a dit: «Bah, monsieur Cretin, vous êtes pas en règle, donc c'est soit vous arrêtez de travailler là, soit vous passez un brevet d'État, donc quel qu'il soit, hein, donc métier de la forme, Acumez, ce que tu veux». Mmh. Et donc du coup, Acumez, bon, bah, j'avais pas le physique pour faire les perfs qui permettaient de faire ça et donc du coup, j'ai dit: «Bon, bah, OK, on va prendre fitness» et donc à l'époque, c'était métier de la forme. Mmh. Et puis voilà, donc au début, ça a été un énorme challenge, une grosse sortie de ma zone de confort parce que j'avais tous les a priori sur le truc, quoi. Le fitness, c'est pour les poufs, c'est pour les homosexuels, c'est pour enfin voilà, tu le Mmh. truc gros, le cliché du gros con qui sort jamais de sa campagne, quoi. Heu Ah, et c'est magique comme tu dis ça, comme tu t'auto-traites de gros con, c'est pareil, j'aime bien. Ouais, mais parce qu'en fait, si tu veux, ça cette expérience professionnelle de vie là, sur les 25 dernières années, ça m'a appris à ouvrir les yeux et en fait, tu te rends compte que quand tu sors pas de chez toi, quand tu sors pas de ta campagne et ben, tu as les œillères comme les chevaux comtois, quoi. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Et en Ouais, ouais, fait, bien tu sûr. vois juste le brin d'herbe qui est en face de toi et tu te rends pas compte qu'il y a des choses magnifiques autour de toi et tu apprends pas à connaître la différence. Mmh. Et donc du coup, oui, je le dis comme ça, à l'époque, pour ça, j'étais un gros con. Ouais, OK. Parce que j'ai pas eu d'éducation par rapport à ça et parce que, Ouais, puis parce que, bah, voilà, c'était c'était ouais, comme ça. tu étais dans ton microcosme. OK, Voilà, c'est ça. on revient tout de suite sur le passage fitness. J'aimerais juste profiter d'un truc que tu as dit. Tu as parlé des valises, qu'avaient les gens, les culturistes avec qui tu travaillais, qui expliquent aussi, cette volonté de construire ce physique, hors norme. Est-ce que alors évidemment sans faire de généralité à tous les gens qui font du culturisme, mais par rapport aux gens que tu as connus, est-ce que tu as réussi à identifier un point commun, plus ou moins semblable chez tous ou une expérience de vie semblable? Quelque chose qui explique, pour la grande partie des gens que tu as rencontrés dans ce milieu-là, leur volonté d'avoir cette pratique? Heu, alors, je pense il y a 2 choses, je pense. Il y a l'histoire du manque de confiance et donc finalement, un manque de contrôle, peut-être soit des émotions, soit de voilà, de contrôle de qui on est. Donc du coup, le culturisme permet d'avoir cet hyper contrôle sur soi. Mmh. Parce que, voilà, hein, je veux dire, quand on connaît pas, on se dit: «Waouh, ils sont un peu psychorigides les gaillards, quoi», parce que, enfin, faut Il avoir faut. une ouais, faut avoir une espèce de volonté de malade mental pour faire ce qu'ils font. Et puis le 2e truc, à mon avis, qui est peut-être plus parlant, c'est une espèce de forme de blessure de rejet. Mmh. Souvent, on m'a expliqué que c'était soit j'étais obèse un instant et que du coup j'ai souffert du regard des autres, des moqueries des autres, ou alors j'étais taillé comme un grain de riz et j'ai souffert aussi de ça et j'ai pas eu la force de caractère pour pouvoir aller au-delà de ça et donc du coup, il a fallu que je me crée une carapace, Mmh. tu vois, par rapport à ça et donc du coup, ils ont alimenté ça. Je me rappelle d'un copain, c'était un ingénieur. Donc, tu sais, on croit souvent que, les bodybuilders, c'est des mecs qui sont hyper extravertis, qui aiment se montrer, qui ont un ego surdimensionné et cetera et ce gars-là était un ingénieur. Quand tu lui parlais, il devenait tout rouge tellement il était timide. Heu, mais par contre, c'était une machine de guerre, quoi. Mmh. À l'entraînement, c'était une machine de guerre. Tu lui disais, «Tu fais 10, c'est 10 vraies répétitions». Si la 10e était foirée, il t'en refaisait une pour qu'elle Mmh. soit 10 parfaites, quoi. Mmh. C'est donc ouais, non, non, j'ai vraiment découvert des gens pour ça qui t'apportent des leçons de vie, voilà OK. et vraiment, vraiment. Et à l'inverse, j'ai vu aussi des gars qui venaient de quartiers pas agréables. Mmh. Et donc du coup, c'était un moyen de, bah, pas faire de conneries, quoi et Mmh. de se cadrer dans la vie. Incroyable. Donc OK. c'est ouais, Merci 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 ouais. pour l'apport. Revenons à cette découverte, du monde du fitness. À l'inverse de ton arrivée, dans cette, maison, de la jeunesse et du sport, où il y a les culturistes, où tu avais pas d'a priori, là, tu arrives dans un milieu où tu as plein d'a priori. Mmh. Comment ça se passe? Comment se passe le choc des cultures? Ah bah, ça se passe déjà rien que le test de sélection, quand je vois déjà un petit peu comment ça se passe, tu vois les nanas qui sont, déguisées avec des tenues flashy et Mmh mh. cetera, parce qu'il y a 25 ans, c'était assez flashy, quoi, hein. Voilà, c'était sympa et je me dis: «Qu'est-ce que je fous là, quoi?» J'ai jamais mis un pied sur le step, voilà, donc alors je savais qu'il fallait que j'aie préparé une petite chorégraphie, alors j'avais trouvé une musique super sympa, je me rappelle encore, ça s'appelle Orichas, Mmh. donc c'est du rap cubain et donc j'avais pris un truc où les BPM étaient vraiment lents, j'avais fait un truc
truc, mais à l'arrache, mais bon, bref. Mais l'avantage, c'est que j'étais sur la musique, donc au moins, c'était déjà ça. Il y avait du potentiel. Et en fait, ce qui m'a fait aller dedans, de toute façon, c'est que je savais que j'avais pas d'autre solution. Mmh. Donc je m'étais dit: «Même si j'aime pas, je vais serrer les fesses et je vais y aller» et je me rappelle qu'à l'entretien, parce que tu sais, tu avais les tests physiques, tests écrits et cetera et puis tu avais un entretien et je me rappelle, tu avais donc la directrice du CREPS et puis, 2 assesseurs quoi, si tu veux et il y en avait une, je me rappellerai toute ma vie, qui m'avait dit: «Mais, est-ce que, enfin, vous pensez pouvoir y arriver? Parce que quand même, vous avez pas vraiment les compétences pour le faire» et là, j'avais été hyper, sûr de moi. Je l'ai regardé dans le blanc des yeux, j'ai dit: «Est-ce qu'on prend le pari que je suis major promo?» OK. et elle me dit: «Oh là là, mais vous êtes un peu orgueilleux». Je lui dis: «Est-ce qu'on prend le pari?» Voilà et donc du coup, Elle a pris le pari ou bon, pas? non, elle l'a pas OK. pris et puis, bah, moi, par contre, dans ma tête, c'était hors de question que je sois autre chose que, major promo. Mmh. Hors de question. Donc j'ai bossé comme un enfoiré. J'ai eu la chance d'avoir fait mon stage, parce que nous, ça fonctionnait par stage, donc dans un ancien club Med Gym, donc sur Grenoble et d'être entouré par des athlètes de haut niveau. Donc il y en avait un qui était un athlète de haut niveau en kickboxing, était donc prof de RPM, body attack, body combat et cetera et puis, sa compagne de l'époque qui était la première à avoir amené le body pump en France et qui OK. connaissait d'ailleurs très, très bien, Fred Gall parce que, bah, c'est exactement la même génération. Ouais. Voilà, et donc j'ai été super bien entouré, à la fois en termes de mindset, à la fois en termes de technique. Cette personne-là donc, s'appelle, Isabelle Voll, cette personne-là, ça a été un mentor pour moi parce qu'elle m'a sorti de ma zone de confort, pas physique, parce Mmh. que je savais que je pouvais y aller, mais là, c'est-à-dire que, bah, tu connais un peu mon état d'esprit, je suis assez cartésien, j'avais pas forcément toutes les Bon. clés au départ en Heu, termes de communication et je me rappelle quand, on faisait des body pumps, m'énerver parce qu'il y avait les 3 coconnes de devant qui parlaient pendant que je donnais une explication technique, tu mmh. vois, sur un mouvement de tirage et elle me filmait Isabelle. Elle me filmait sur mes cours pour me faire progresser justement et Mmh. on faisait des débriefs. Elle me dit: «Mais regarde là, tu as un comportement de con», hein, je vais être un peu cru, mais de connard quoi. Elle me dit: «Ça se voit», tu sais, j'avais les mâchoires qui se serraient. Elle me dit: «Mais est-ce que tu crois que les gens, ils ont besoin d'avoir un cours d'anatomie sur le tirage quand tu donnes des cours? Non, ils veulent juste passer un bon moment» et donc du coup, bah, j'ai essayé d'être intelligent et me dire: «Bon, bah, OK, je vais essayer de mettre ça en application et de changer un petit peu et du coup, je me suis focalisé sur des détails tout cons. Il y en a une qui avait des chaussures qui brillaient un petit peu et donc le cours d'après, j'ai fait une réflexion gentille sur ces godasses qui brillaient et Mmh. depuis ce jour-là, elles m'ont écouté. Mmh. Donc j'ai pris des leçons comme ça. Donc si tu veux, j'ai eu la chance d'être super bien accompagné, mais vraiment, quoi. Mais à la dure, à Ouais. la dure. Tu pourrais en parler avec Arnaud si tu lui as déjà fait un podcast. Il est dans les invités là malheureusement, mais il a pas eu le temps de prendre un créneau, Bah, tu lui Arnaud. parleras de Mais de Marc Appelé et puis tu vas voir comment il va t'en parler. donc Voilà, ça, enfin, mmh, donc découverte du monde du fitness, tu travailles dans une salle? ouais, une OK, grosse salle, ouais. grosse salle. Tu fais quoi dans cette salle-là? Alors au départ, je suis plus, on va dire, focalisé sur le développement de la partie musculation parce qu'il y avait pas vraiment de coach musculation sur le plateau Mmh. et en fait, le patron de cette salle-là, c'était le beau-frère d'un des clients que j'avais sur la petite MJC. Donc en fait, OK. c'était par réseau. Je m'occupe un peu plus de ça, mais bon, il faut quand même que je valide ma partie cours collectif et tout ça. Donc, ben, je suis les cours collectifs et je m'implique à bloc dedans. C'est-à-dire que, moi, typiquement, je suis tombé amoureux du RPM dès le Ouais. départ. Donc, voilà, on en a bossé beaucoup là-dessus et la première certification que j'ai eue, avant même d'avoir validé mon inscription au CREPS, pour te dire, c'est la formation initiale en body jam. OK. Et là, en fait, j'ai été confronté à tous les clichés que j'imaginais. C'est-à-dire première formation qu'on me fait faire, donc à l'époque, c'était 3 jours de formation sur 2 week-ends. Mmh. La première formation qu'on me fait faire, c'est cours dansé, donc tu imagines bien quand tu as jamais fait de danse, avec un traîneur, qui était alors c'est vraiment pas péjoratif quand je dis ça, j'espère que je vais choquer personne, mais voilà, on va le dire comme ça, la plus grande folle de la planète que je connaisse. OK. Voilà. Mais un gars extraordinaire, OK. extraordinaire, un passionné, et donc du coup, si tu veux, bon, bah, voilà, j'ai cassé un petit peu les clichés que je pouvais avoir, mais lui aussi m'a sorti de ma zone de confort comme pas permis.
Moi, j'ai pas mal de mal, si tu veux, avec la relation à l'autre en proximité. Il nous a fait faire les saluts maoris où c'était nez contre nez avec des gens que je ne connaissais pas, mais je l'ai même pas voulu le faire. Je me suis Mmh. mis en mode gros con, j'ai dit: «Non, je le fais pas. Mmh. Je le fais pas ton truc». Enfin bon, bref, c'était des très, très belles expériences, mais des gros challenges personnels, quoi, vraiment. OK. Mmh. Hem, Tu reviens souvent avec cette notion de sortir de cette zone de confort, découvrir de nouvelles choses, d'ouvrir son esprit. Hem, à quel point tu penses que c'est important dans l'évolution, alors personnelle, oui, et professionnelle aussi, mais dans le métier de coach, à quel point est-ce que tu penses que c'est important de garder et de développer cette capacité à ouvrir son esprit? Bah, tout simplement parce que un truc enfin, je vais te faire, voilà, une affirmation bête, quoi, c'est que le monde évolue Mmh. et donc si tu n'évolues pas, toi, tu vas être à la traîne et donc du coup, bah, d'un point de vue business, ça se traduit par, bah, tu arrives pas à bouffer, quoi, Mmh. et puis surtout, tu arrives pas à te faire plaisir. Donc oui, le monde évolue, notre métier évolue, donc notre vision du métier doit aussi évoluer. La seule chose pour moi, par contre, qui n'évoluera pas, c'est l'humain, Mmh. c'est la connexion humaine. Donc le modèle, on va dire, technologique qui est en train de se développer autour de notre métier, bah, ça oui, ça évolue et puis il faut se tenir au courant, se tenir informé de tout ça. Y aller si on a la fibre et être peut-être disruptif si on n'a pas la fibre, mais par contre, la seule chose qui va rester et qui ne sera jamais remplacée, c'est la relation humaine. Et donc, pour pouvoir justement faire une différence, si on est sur un business model, si tu veux, ce qui peut vraiment faire la différence, c'est si tu vas toi te former sur comment créer de meilleures relations avec tes clients pour qu'ils restent vers toi, non pas parce que tu es un bon technicien, mais juste parce que tu es un bon humain. Mmh. Et moi, j'ai vraiment pris ce parti-là, de me dire: «C'est vraiment l'humain qui va faire la différence». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, tout ce qui est intelligence artificielle et toutes ces technologies-là ne seront que des alliés Mmh. à la production de notre service, mais il n'empêche que le client, c'est nous qui va acheter, quoi. Et là, je parle de coaching, hein, je ne Oui, parle pas oui. de vente de programmes en ligne, hein. Pour Oui, moi, oui, c'est bah, 2 bien sûr. métiers différents, hein. Ouais, Voilà, clairement. Non, non, on est d'accord. Et du moment voilà. que alors après, je suis convaincu, de ce que tu dis, dans le sens où, et c'est la remarque que je fais souvent aux élèves en formation. À compétences égales, partant du principe que tu as 10 coachs qui sont 10 bons coachs, avec leurs affinités particulières par rapport à un type d'entraînement, avec leur appétence, avec leur background aussi technique personnel. Parce qu'on a, voilà. Mais à 10 coachs techniquement sur des compétences plus ou moins homogènes, ce qui va faire la différence entre le coach qui fonctionne ou le coach qui fonctionne pas, ou ce qui va faire qu'un coach fait beaucoup de rétention client ou pas, bah, en fait, c'est sa partie humain et la qualité du service qu'il donne, et qu'il délivre pendant la séance, Et sa passion. et sa passion, ouais. Parce que j'entends souvent, tu sais, dans certains, alors podcasts ou Mmh mh. vidéos, où on dit: «Oui, la passion, ça fait pas tout dans le business, il faut systématiser les choses» et cetera. OK. Mais justement, quand tout est systématisé et que tout est transversal et que chaque coach a exactement les mêmes outils, parce qu'on a les mêmes outils, il faut pas déconner, c'est celui qui va être passionné et qui humainement va être bon, qui va faire la différence. Mmh. Parce que pour moi, c'est le seul vrai truc. Les gens doivent sentir que ça transpire, qu'on rayonne, qu'on irradie, j'allais dire, la passion de notre métier et et c'est ça, moi, pour moi, qui fait vraiment la différence. Après, voilà, enfin, je vous l'ai répété 50 fois en formation, un squat, c'est un squat, quoi. Mmh. Voilà, il y a pas de problème, un téléphone portable qui va te faire tous tes programmes en vachement plus vite que ce que tu es capable de faire, voilà. Moi, il y a longtemps que j'ai arrêté de valoriser le programme comme quelque chose de pertinent pour un client. De dire aujourd'hui le programme, c'est lui qui le fait, quoi. Mmh. OK. J'ai pas de problème avec ça. On reviendra, Mmh mh. on reviendra là-dessus après. Donc tu as ton passage dans cette salle de fitness, tu t'occupes du développement du plateau muscu. Tu fais déjà du coaching en individuel? Ouais, assez tôt parce que, ben,
j'allais dire à toute proportion gardée, en France, quand tu es, simple coach, salarié, tu gagnes pas des 1000 et des 100. Mmh. Donc du coup, bah, voilà, moi j'avais des rêves, voilà, d'être de propriétaire, d'acheter ma maison et cetera. Donc il fallait que je gagne mieux ma vie et moi je fais partie de ces gens qui pensent que je dois rien à personne. Donc si je veux gagner ma vie, c'est à moi de me créer les opportunités. Donc du coup, j'ai fait un petit emprunt pour me payer une formation commerciale, donc qui était diligentée par les SMILS. Mmh. Donc à l'époque, ça s'appelait le programme Supersonic. Donc OK. c'est voilà, qui était faite par un de mes seconds mentors. Voilà, donc monsieur Pérez, qui est vraiment un gars que j'apprécie énormément et donc du coup, je me suis payé cette formation et puis j'ai développé le personal training, en parallèle. OK. Donc voilà et donc j'ai créé des partenariats avec, je me rappelle avec un podologue du coin qui était un de mes meilleurs potes à la fac, avec des kinés, avec des ostéos et puis à l'intérieur du club et puis j'ai commencé à voilà, faire, un petit peu de clientèle comme ça et puis après voilà, quand, ça a bien fonctionné, le patron a vu que ma façon de vendre fonctionnait plutôt pas mal. Il m'a dit: «Il faut que tu te mettes en relation avec, voilà, avec la personne qui t'a formé» et puis il a commencé à former des équipes et donc du coup, j'ai été nommé responsable commercial et donc on a mis en place vraiment tous les process qui étaient préconisés par les SMILS pour pouvoir justement, bien piloter à la fois d'un point de vue managérial et d'un point de vue commercial, le club et en 7 ans, on a vraiment fait des trucs de fou, au niveau du développement, quoi. OK. Ouais. C'est pour ça que quand on me dit Les Mills, c'est pas que les cours les gars, hein. Les Ouais. Mills, c'est toute la machinerie qui est derrière et qui marche, quoi. Mmh. OK. Voilà, Et faut donc juste l'aventure appliquer. l'aventure a duré 7 ans? Ouais, elle a duré 7 ans parce qu'après, si tu veux, j'ai une de mes collègues dont la fameuse Isabelle Vol, donc qui est partie dans le sud pour des raisons personnelles et qui m'a dit: «Bah écoute, je m'en vais». Elle faisait déjà de la formation à Lyon. Donc pour former justement, les jeunes coachs, donc avec le BPJEPS, en France Mmh. et elle me dit: «Ben, c'est une super opportunité pour toi, si tu veux, je parle de toi au directeur pour qu'il te prenne à ma place». Et je dis: «Ah, tu gentil, mais j'ai jamais été moi formateur». Mmh. «T'inquiète, je te forme». Bon, ouais, elle m'a formé en une demi-journée, hein. Je me rappelle, on a passé une demi-journée, c'était chez sa maman d'ailleurs, à Fontaine, à côté de chez nous et j'étais sur un balcon et puis elle m'a dit: «Bon, bah, voilà, en gros, hein, les grandes lignes, c'est ça, 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 mais t'inquiète, ça va bien aller». Et te v'là balancé, à Lyon, avec des gens qui ont peut-être un meilleur niveau que toi, parce qu'il y a des tu sais, tu as des gens qui viennent faire des formations, qui ont déjà, un Ah ouais, certain ouais, niveau de pratique, tu vois? je sais. Ouais, ouais, Voilà, pratique tu vois? ou qui viennent de métiers, de métiers qui vont aller, de manière très spécifique sur un des sujets que tu vas aborder en formation et tu es là: «Ouah là, va pas falloir que je dise trop de C'est conneries». ça, c'est exactement ça et puis du coup, j'ai dit: «Bah, allez banco, hein, de toute façon, voilà quoi». Donc 2 jours par semaine, je faisais ça. Après c'est passé 2 jours et demi, après c'était passé 3 jours et puis après il est arrivé un moment donné où moi je voulais, élargir justement mon champ de compétences et je décide de me former en pilates Mmh. et c'est là où je viens chez Fitz en tant que client OK. et Ça, c'était Ushi on est en quelle année plus ou moins? 2009, OK. 2009. Et du coup, c'est Ushi Brown qui donnait les cours Mmh. et dans la discussion comme ça, parce que j'avais bien accroché avec elle, elle me dit dans la discussion: «Je crois que, ils sont en recherche d'un prof de natte parce que Didier Rey s'en va». Mmh. Bon, on a discuté un petit peu, elle avait bien senti mon appétence pour le truc et elle me dit: «Bah, ça peut peut-être, voilà, être sympa que tu postules» et puis, écoute, j'ai dit: «Ça coûte rien de toute façon» et puis, du coup, j'ai postulé et puis par contre, le jour où Isa m'a appelé en me disant: «Écoute, on est OK pour que tu prennes la suite de Didier», Mmh. je t'avoue que j'ai transpiré. Tu m'étonnes, Vraiment, tu j'ai m'étonnes. vraiment transpiré parce que c'est bien beau de se dire: «Ouais, on verra bien», Ouais, mais une fois que tu es devant le fait accompli, ouais. ouais, Je ouais, je me rappelle aussi avoir bien transpiré quand j'ai pris le relais. Ouais et ce que ouais, j'étais pas prêt pour ça, en fait. on n'est jamais prêt Non, mais et mais c'est j'étais vraiment, et c'est j'étais ça, je vraiment pas prêt trouve, pour les ça. plus belles leçons. Et voilà, je veux dire, si tu as des coachs qui nous écoutent, qui veulent se lancer, qui ont peur de se lancer, mais putain, lancez-vous, Mmh vous mh. verrez après, quoi. Ouais, ouais, clairement. On sera jamais prêt. Tu Mmh. beau, je me rappelle, moi, la 1re journée de formation, je crois que le manuel, je l'avais quasiment appris par cœur, quoi. Je le maîtrisais sur le bout des doigts, mais par contre, humainement, j'étais tellement tendu du string qu'on aurait dit un robot, quoi.
Et si tu veux, je m'étais rendu compte que c'était pas fluide, c'était pas moi Ouais, et que j'avais peur d'être qui je suis ouais. dans ma façon d'enseigner. Alors avec mon côté un peu vulgaire de temps en temps, un peu voilà et puis au final, je me suis dit: «Non, mais sur le deuxième week-end, sois toi, qu'est-ce que tu en as à foutre, quoi? Mmh. Et si les gens t'apprécient pas, bah, tant pis, c'est leur responsabilité, c'est pas la tienne, quoi». Mmh. Ouais, Mais clairement. Mais moi, ce que je fais maintenant, c'est qu'en fait, en début de formation, je fais un disclaimer et je dis: «Bon, bah, ouais, voilà ce qui va se passer. Voilà qui vous allez avoir affaire. Si ça vous plaît pas, si ça vous égratigne, si vous vous sentez heurté par ce que je dis, venez à la fin du cours, on en discute». Et là, je fais toujours la blague. Je m'excuse rarement, mais au moins comme ça, on trouvera quel était le point problématique. Et en général, ça fait marrer les gens. Puis au moins comme ça, je les ai prévenus. Et voilà. Mais oui, mais moi, je me rappelle bien de ce sentiment-là. Pour faire le récap et pour expliquer le contexte. Donc moi, je fais mes formations avec David. Les débuts de mes formations, je crois que pendant la première matinée, à un moment donné, je lève la main, puis je fais, mais je fais comment pour être à ta place? Et là, David se tourne vers moi en mode, putain, il a quoi celui-là avec cette question? Puis il me dit juste, bah, va falloir travailler beaucoup. Puis je dis, bon, bah, ok. Alors ça a pris 4 ans, plus ou moins. Et en fait, je vais vers David pour te poser des questions sur un client que j'ai en coaching parce que j'arrive pas à trouver la clé, parce qu'il avait des problèmes neurologiques. Et puis on se voit à l'époque au Mont, tu m'invites à manger dans le camping-car, oui, je me rappelle. le fameux camping-car avec lequel tu venais en formation. Et puis on discute, et puis à un moment donné, pendant la conversation, je dis: «Ah, mais c'est sympa de donner des formations». Et puis tu me dis: «Ouais, ouais». Puis je sais pas, tu me laisses entendre qu'il va peut-être y avoir un truc qui va se passer prochainement. Et moi, je m'attends en fait tu vois, à donner, je sais pas moi, un jour de cours par-ci par-là. Et en fait, Fred et Isa m'appellent et je me retrouve à mis sur cette grande table. Ils sont les 2 en face de moi. On est en octobre 2017 et Isa me regarde et me fait: «Bon, David, arrête de donner le module théorique. Est-ce que tu veux reprendre?» Et moi, je suis là et je fais: «Oh putain, mais j'étais pas prêt pour ça». Et en fait, j'ai cette image-là je suis sur le quai de la gare. Le train, il s'est arrêté en face de moi. La porte du train s'est arrêtée en face de moi. Elle s'est ouverte. Et en fait, c'est soit je monte dedans, Ouais. soit peut-être qu'elle se rouvrira plus jamais devant moi. Et donc, j'ai dit: «Je monte dedans». Et comme toi, bah, j'ai préparé mon cours. Et comme toi, je me rappelle que le premier module théorique en janvier 2018, on l'a donné ensemble, parce qu'il fallait que tu fasses ma supervision. Alors moi, j'ai eu le droit à 9 jours de formation avec toi et pas à une demi-journée. Et je me rappelle que sur le premier jour, tu me dis: «Tu vas parler des mouvements des scapulas, de la scapulo-thoracique». Et aujourd'hui, je pourrais étaler le truc sur, je sais pas moi, 2 heures. Et je me rappelle, je me mets devant le tableau, et je démarre mon truc, et au bout de 5 minutes, j'avais fini. Et Ouais, là, je me rappelle. tu prends le relais, puis tu fais: «Bah, alors, on va développer un petit peu». Et voilà, mais ouais, ce sentiment-là, je l'ai eu pareil à toi. Et après, tu vois, ce qui est barge par rapport à ce que tu dis là, par rapport à l'image du train Mmh. qui s'arrête, c'est finalement, c'est quoi l'énergie qui te pousse au cul pour avancer le pied et rentrer? Tu vois? Et c'est ça, je Mmh. trouve, qui est intéressant dans tous ces choix qu'on fait à un moment donné. Pourquoi à un moment donné, on ouvre la porte à une envie de faire ça? Mmh. Pourquoi, quand l'opportunité elle est là, pourquoi des fois on dit oui et pourquoi des fois on dit non? Et et ça c'est excitant quoi. Mmh. C'est dire, bah, voilà, je veux dire toi tu sortais, excuse-moi de ma façon de dire les choses, mais Ouais, entre guillemets «de nulle part». Tu ah avais pas clairement. ce background-là si Ouais, tu veux, c'était pas ta formation de base et tu te retrouves parachuté à nous remplacer et heu et donc du coup, le train s'arrête, la ouais, porte elle s'ouvre, tu dis: «Ouf, faut que j'y aille quoi». ouais. Tu vois? Et Je c'est là où c'est intéressant de se dire: «Ouais, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça quoi?» Tu penses que c'est quoi? Tu as une idée? Ouais, je pense qu'il y a plein de choses. Je pense qu'il y a plein de motivations personnelles. Ça peut être juste le challenge pour dire je suis capable de le faire. C'est être capable justement se prouver des choses à soi-même ou prouver des choses à quelqu'un d'autre indirectement. Donc c'est là où tu parlais, tu sais, des rapports paternels, Mmh. etc. Moi, je sais que personnellement, ça a été aussi à un moment donné ces facteurs de motivation là parce que bah voilà, avec le passé que j'ai eu, du coup, je m'étais dit bah j'ai des choses à prouver pour pas être rejeté, etc., etc. Tu sais, cette lutte perpétuelle de dire: «Je dois prouver des choses» Mmh. et tu vois, ce qui m'est arrivé, là, sur les 2 années qui viennent de s'écouler, je pense que ça a été une leçon justement pour dire: «Bon, ça y est mon gars,
tu plus rien à prouver, hein. Maintenant, fais les choses pour kiffer, quoi. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années, pour expliquer en fait et contextualiser le propos de: «Bah, en fait, j'ai plus rien à prouver et puis en fait, bah, voilà, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire». Bah, en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours fait partie de ces gens, tu me dis pas cap, je le fais, parce que je voyais un challenge. Mmh. Tu vois là, il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, ma femme m'envoie une vidéo d'une nana qui fait des trucs de barge. Elle se met en suspension, donc tu sais, en Ouais. inversion comme ça au niveau du poignet, puis elle arrive à se retourner, à passer comme ça et tu vois des gros gaillards qui sont en échec. Bon, et j'ai fait quoi? J'ai posé le téléphone, je suis allé me pendre et j'ai essayé. Bon, ça passe pas pour l'instant, mais Mais j'ai ça va senti passer! le ouais, voilà et donc du coup, voilà, parce que je sais pas, il doit y avoir entre guillemets, voilà, des quand je dis des blessures, c'est, voilà, des trucs qui Mmh. font qu'il y a un moment donné, tu as besoin de prouver et moi, en fait, finalement, toute ma vie, ça a été ça. C'est-à-dire que j'ai eu, la chance de vraiment m'éclater vraiment dans la préparation physique et je me rappelle sur notre premier jour de formation, donc moi, j'ai été formé par Gilles Cometti et Gilles Cometti nous avait dit: «Voilà, vous êtes une cinquantaine en entraînement, il y en a peut-être un seul qui fera du haut niveau parmi vous. Donc forcément, tu as 50 personnes qui se disent: "Ça va être moi". Ouais. Normal» et donc du coup, bah, voilà, on se donne les moyens et cetera et au final, bah, il y a personne qui fait du haut niveau sur cette promotion-là. Mais il y a quand même cette frustration de dire: «Putain, je l'ai pas fait, quoi». Et donc du coup, tu essayes toujours de dire: «Faut que j'arrive à prouver des trucs, à prouver que je suis bon, à prouver que j'ai de la valeur», tu vois? Se dire: «J'ai besoin de prouver que j'ai de la valeur, que je suis quelqu'un, quoi» et sans que ce soit un truc où tu veux gonfler ton ego, mais juste être reconnu, si tu veux, dans le monde dans lequel tu es et donc du coup, tout a été fait comme ça, quoi. Quand on m'a dit: «Bah, il faut que vous passiez un brevet d'État», j'aurais pu dire baisser les bras et puis, aller dans la fédération d'athlé du coin ou de handball du coin et trouver un job comme ça. Mais Mmh. non, allez, je vais me foutre dans la merde. Je vais aller dans une zone que je maîtrise pas et je vais me prouver que je suis capable de le faire. Quand je suis rentré dans ce club-là, donc Marc Appelé était champion du monde de kickboxing et c'était, si tu veux, la star du club. Bon, ben moi, dans ma tête, je me suis dit: «Il faut que je fasse pareil». Alors, pas en compétition vis-à-vis de lui parce qu'il avait un très, très, très gros ego et donc c'était hors de question qu'on rentre en compétition. Mais en me disant: «Bon, ben voilà, je veux être reconnu pour d'autres choses. Mmh. Donc je veux que physiquement, je sois au même niveau que lui». Bon, ce qui était pas facile parce que c'était vraiment une machine de guerre, mais au moins dans l'intention de se dépouiller quoi qu'il arrive et puis, bah, voilà, montrer que, bah, tiens, sur le plateau, c'est quand même moi qui tiens la barre, quoi Mmh. et pareil, après on me dit: «Bah, tu vas faire de la formation». «Ah, j'en ai jamais donné». Bon, bah, allez, j'y vais et donc du coup, tu essayes tout le temps de te prouver, 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 prouver et puis ces douleurs de merde arrivent, quoi et tu te dis: «Bah, comment ça se fait que j'ai ces douleurs-là, quoi? C'est pas normal» et donc du coup, ça t'amène à creuser sur d'autres aspects qui sont peut-être un peu moins tangibles, plutôt liés à l'énergétique et tout ça et que tu te rends compte que oui, il y a une relation directe entre ce type de douleur-là et le fait que tu as des choses à te prouver T'avais quoi comme type de douleur, David? ah, bah, c'était articulaire, quoi. OK. Ouais, ouais, vraiment Et de l'articulaire. Ça commence, bah, sur certains coachings où tu te dis: «Putain, quand je suis accroupi, ça me fait mal aux orteils, c'est quoi ce bordel?» ou en formation, je me rappelle quand on avait, l'office Svensson, tu sais, dans le module, performance trainer en mmh. sprint. Moi, ça m'a cassé les pieds de pas pouvoir jouer avec les autres parce Mmh. que, ben, j'avais, tendinite au tendon d'Achille. Tu dis: «Ouais, c'est peut-être parce que j'ai trop tiré au niveau des entraînements» et en fait, tu essaies de trouver des raisons Raison mécanique. mécaniques et en fait, c'est pas ça et puis ça grandit, ça grandit, ça grandit jusqu'au jour où, ben, quand j'ai pris la décision d'arrêter, donc je te dis avec les raisons plus ou moins officielles, j'ai mes neveux qui viennent à la maison, on se tire la bourre au niveau de l'entraînement et 2 jours après, je ne peux plus bouger. Mais Mmh. quand je te dis: «Je ne peux plus bouger», c'est je suis foutu de pas de courbatures, de tendinite de partout, des pieds à la tête. Et là, il y en a une à côté, si tu veux, qui a commencé à ronchonner. Elle m'a dit: «Bon, tu vas voir le médecin et tu arrêtes tes conneries» et donc je suis rentré dans ce protocole médical C'était il y a avec, combien c'était il y a combien de temps? Enfin, ça a démarré quand, à peut-être pas les premiers prémices, mais on va dire la phase la plus aiguë? la phase la plus aiguë, c'est il y a 2 ans. C'est OK. vraiment au moment où j'ai arrêté, où j'ai pris cette décision de dire: «Bon, bah, OK, ma société, je la mets en cessation d'activité. Je me lance entre guillemets dans autre chose et Mmh. inch'Allah, on verra bien ce qui se passe, quoi.
OK. Et c'est à ce moment-là où boum, c'est arrivé et je me rappelle d'un truc parce qu'on en discute souvent avec ma femme, c'est, je sais que par exemple quand j'étais petit, mon père me disait toujours: «Moi j'ai peur de rien sauf de la maladie». Boum, il arrête le travail, hop, cancer, au revoir, en 6 mois c'est torché Mmh. et moi je m'étais toujours dit: «La seule chose qui pourrait vraiment me miner le moral, c'est de plus pouvoir bouger». Tu me Mmh. coupes un bras, tu me coupes une jambe, 2 jambes, je bougerai quand même, je serai capable de faire et j'avais peur finalement de plus être capable de bouger parce que pour moi la mobilité, c'est vraiment fondamental et Mmh. du jour au lendemain, je ne peux plus bouger OK. et là tu te dis: «Ah, il y a quelque chose, Ouais. il y a quelque chose». Donc voilà quoi, OK. ouais, tu dû travailler là-dessus. Donc c'était une autre forme de travail, quoi. OK. Et donc tu as fait ce travail-là. Aujourd'hui, on en discutait un peu en off. Tu as trouvé aussi un traitement médical qui te va, parce qu'il y en a eu Ouais, qui t'allait pas? ah ouais, il y en a eu un qui allait pas, le premier que j'ai eu, alors il a fonctionné au niveau de la douleur, mais il me rendait malade, hein. Donc c'était une molécule que prennent certains cancéreux justement pour éviter le développement de certaines cellules cancéreuses. Mmh. Donc c'était la même molécule, hein, mais c'était pas un cancer me concernant, hein. Mais les effets secondaires, j'avais les mêmes choses, quoi. OK. La gerbe H24, quoi. Ah sympa. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est bien ce que j'avais dit à la rhumato. J'ai dit: «Bah écoutez, ça va, j'ai plus mal, mais je peux pas aller courir, j'ai envie de vomir tout le temps». OK. Donc vous m'aviez dit que je pouvais recourir, je peux pas. Ouais. Donc ça va pas. Va falloir trouver autre chose. Ah ouais. Mais le problème, c'est que pour trouver autre chose, elle m'a dit: «Pas de problème, mais il va falloir attendre que cette molécule-là finisse de faire effet». OK. Donc ça veut dire qu'il a fallu réattendre que j'ai de nouveau super, super mal pour pouvoir trouver la molécule qui va bien. Donc tu avais plus la gerbe, mais par contre les douleurs étaient revenues? Ah bah, c'était revenu, mais en fois 100 quoi. OK. C'est mes orteils, c'était des knackyball. Ah voilà. Voilà. Non, 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 j'en rigole maintenant, mais je descendais les marches le matin en me tenant à la rambarde, en me mettant de profil aux marches parce que ni les chevilles ni les orteils ne pouvaient bouger. Donc j'étais sur les talons. Enfin, un enfer, Oui, et quoi. puis et puis et puis pour les gens qui te connaissent pas, voilà, ils se rendent pas forcément compte, mais moi qui te connais quand même un petit peu, je veux dire en termes de pile électrique, tu te places là, quoi. Ouais. En termes de pile électrique, tu te places. OK. On en a aussi parlé en off. Heu, Tu me disais que le fait d'avoir ces douleurs-là, faisait que du coup, tu te sentais plus légitime pour faire le travail que tu faisais jusqu'à maintenant. Pourquoi ça? Parce que pour moi, quand on veut accompagner quelqu'un dans la santé, dans la remise en forme, dans le bien-être, on doit représenter ça. Je sais pas si tu te rappelles sur certains cours quand on était sur, les bases de nutrition, des fois j'étais un petit peu cru parce que je disais: «J'arrive même pas à comprendre qu'un diététicien obèse soit capable de donner un conseil». Mmh. C'était hors de question pour moi et quand, je parle de mouvement, c'est pareil. Si je dois faire une démonstration d'un mouvement, il faut que je sois capable de le faire en étant à l'aise, OK. en montrant que je maîtrise le mouvement, pas pour flatter mon ego, mais pour montrer à l'autre qu'il y a un rôle modèle. Pourquoi? Parce que dans les canaux de communication, il y a la part de visuel et donc du coup, de toujours dire au client, «Bah, excusez-moi, ça je peux pas le faire, parce Mmh. que j'ai ci, parce que j'ai ça». Donc ça me positionnait, si tu veux, en faiblesse, quoi. J'avais l'impression d'être faible et vis-à-vis des stagiaires, c'est pareil. Moi, pour les stagiaires, non seulement je voulais leur transmettre ma passion que j'ai pour le mouvement, mais aussi, ce côté, ouais, on y va, quoi. Mmh. On se défonce un peu la gueule, quoi. OK. Merde, vous êtes jeune, vous avez 20-25 ans, c'est hors de question que vous pinaillez parce que c'est un peu dur et je voulais pas, bah, être le faiblard qui arrive pas à faire le truc, quoi. OK. Mais Voilà. pourtant, si je prends par exemple le sport de haut niveau, alors tu me diras, c'est peut-être là où la différence elle commence, mais si on prend le sport de haut niveau, tu as passablement de coachs qui sont plus dans cette position de rôle modèle, ou qui sont plus dans cette position de rôle modèle et pourtant sont pas enfin, restent légitimes dans leur métier. Ouais, mais parce que justement, il y a ce côté prise de conscience de la légitimité. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'avoir confiance en soi ou pas. Mmh. Donc ceux dont tu parles, ils ont cette légitimité. Tu prends un Zizou aujourd'hui, il a rien à prouver. Le gaillard, ça a été, voilà, la star planétaire du football. Donc même si aujourd'hui son corps ne permet plus de faire ce qu'il faisait avant,
Bon, c'est zizou. Mmh. N'empêche que David Cretin, il sort de nulle part, quoi. Il sort du fin fond de la Franche-Comté, voilà. Donc en gros, c'était mon arme, c'était ma démonstration. OK. Ma légitimité, c'était ma démonstration. Quand je disais aux gens, «Ouais, sur un vélo, vous devez vous dépouiller», ben, je me dépouillais systématiquement sur un vélo. Mmh. Parce que je voulais que le client et les stagiaires, hein, parce que quand on faisait les cours, c'était pareil, que Oui, les oui. stagiaires voient que quand on monte sur un vélo, on se décape et on ne Mmh. s'échappe pas. Aujourd'hui, c'est peut-être là la leçon finalement de cette maladie et tout ça, c'est de dire: «Ben, OK, prends confiance en toi, tu es Mmh. légitime, même sans avoir à faire les choses». C'était 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 l j'ai réussi à t'emmener là où je voulais t'emmener. Parce qu'en fait, je comprends très bien ton propos et je trouve qu'il est ultra pertinent, mais je pense que si il est mal interprété, il peut être aussi très alarmant. Mmh, Notamment dans le fait que, on avance tous dans l'âge et que à un moment donné, même si on continue à s'entraîner, même si dans mon cas, je suis capable de plus de choses aujourd'hui avec mon corps à bientôt 36 ans que quand j'en avais 25 ou que quand j'en avais 20, ce qui est plutôt une bonne chose, je suis assez content de ça, je dois l'avouer. Mais à un moment donné, je vais vieillir, je serai plus capable de faire autre chose et pourtant je serai toujours très certainement dans une position, alors peut-être pas en coaching individuel, mais où je vais former, expliquer, délivrer de la connaissance et donc je me dis: «Ouais, mais est est-ce qu'à un moment donné, tu peux plus faire parce que tu es plus capable de physiquement faire, mais je reste quand même légitime dans mon expertise?» ouais. Mais on restera légitime dans l'expertise parce que justement l'expertise va même s'améliorer au fur et à mesure parce que on fait tu me parlais tout à l'heure, est-ce que j'avais fait d'autres formations et tout Mmh, ça? On fait d'autres formations. Moi, j'ai fait d'autres formations pilates, j'ai fait des formations en ostéo, j'ai fait d'autres formations, que ce soit en développement personnel et cetera. Donc on est en train justement et c'est j'allais dire l'apanage de de l'âge qui avance, c'est qu'on cherche plein de choses justement pour pouvoir, évoluer et grandir et après c'est juste une histoire de confiance en soi et moi je sais très bien, tu sais, maintenant que tu commences à creuser un petit peu dans le truc, c'était ça le problème. Je veux dire quand tu passes ton temps à vouloir prouver que tu es ci, tu es ça et cetera, c'est aussi te prouver à toi que tu es capable et donc c'est une histoire de confiance en soi. Donc c'est vraiment un travail introspectif là-dessus mmh, et donc du coup, c'est avoir cette confiance-là. Il y a 10 ans de ça, tu m'aurais dit: «Est-ce que tu as confiance en toi?» J'aurais jamais admis, mais une seule seconde que j'ai pas confiance en moi. mmh, Je t'aurais regardé dans les yeux: «Oui, oui, mais t'inquiète pas, bien sûr que j'ai confiance en moi. Regarde la preuve, je suis capable de faire ça, 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 ça». Mais ouais. au fond de moi, je suis un flippé du bocal parce que je faut toujours que ce soit tout parfait, tout nickel, parce que je n'ai ça commence à améliorer, ça s'améliore. Je n'avais pas confiance en moi. Mmh, Aujourd'hui, tu vois, par exemple, sur ma communication, là, sur le fait que je relance mon activité, bon, j'ai affirmé des choses que je n'affirmais pas avant. C'est-à-dire que j'ai dit: «Bon, bah, OK, je me positionne sur la réhabilitation fonctionnelle, mmh, sur la réathlétisation et sur la prépa physique». En gros, je traduis, la perte de poids, je veux pas en entendre parler. mmh, Ça m'intéresse pas de travailler là-dedans. Alors qu'avant, bon, bah, ouais, je savais que j'étais un bon coach, mais je prenais un petit peu tout ce qui venait parce que, bah, voilà, ouais, j'ai besoin de le faire et de me prouver à moi-même que je suis capable de faire, alors que ça me cassait les pieds. mmh. OK et donc du coup, aujourd'hui, de dire: «Bah, en fait, je fais ça, ça et ça», c'est des choses que tu as envie de faire. Ouais. Et en fait, tu as confiance dans le fait que de t'affirmer va au final avoir un contre-effet positif? Ouais et puis c'est surtout c'est même pas s'affirmer, c'est juste kiffer. Mmh. C'est tu vois, c'est j'ai pas envie de me dire, tu sais, je pose mes 2 pieds par terre en disant: «Eh voyez les gars, j'assume qui je suis». C'est non, en fait, voilà ce qui me fait kiffer, voilà ce qui m'inspire. Toi, tout à l'heure, quand tu parlais en introduction de qu'est-ce qui motive, quel est leur Mmh. pourquoi, moi, au fond de moi, comment te dire? Je ne supporte pas de voir des gens dans la souffrance, Mmh. d'accord? Et donc du coup, je veux aider les gens. Et donc, dans ce positionnement de réhabilitation, de réathlétisation, c'est des gens qui sont dans la souffrance et qui, parce que notre système de santé en France est en train de se dégrader gentiment, ben, Joli. aujourd'hui, tu t'aperçois que, pour avoir un physiothérapeute, c'est la croix et la bannière.
Mmh. Et donc du coup, bah, il y a des gens qui peuvent pas avoir accès aux physiothérapeutes parce que, bah, les délais sont hyper loin ou que quand ils y vont, ils sont pas pris en charge correctement parce qu'ils sont dans des box où ils sont 15 et donc du coup, bah, c'est un peu d'électrostimulation, un peu de lampe chauffante et cetera et donc du coup, je sais que j'ai toutes les compétences pour pouvoir vraiment faire du bien aux gens. Réellement. Et OK. donc c'est ça, si tu veux, qui me fait dire: «Bon, bah, voilà, moi j'ai envie de kiffer là-dessus». C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir des gens qui me disent: «Ouais, mais j'ai mal à l'épaule» et moi, c'est mon challenge de me dire: «Je vais tu auras plus mal à l'épaule». Voilà OK. et c'est ça qui m'intéresse, et pas simplement dire: «Bah, voilà, on met de la lampe chauffante et puis, tu fais 3 fois ça et puis ça va bien, quoi». Mmh. Et donc du coup, tu vois, j'ai même je me suis pris une, voilà, une application qui, voilà, qui est hyper chiadée au niveau des exercices là-dessus, qui est vraiment bien faite. C'est un truc américain. Mmh. C'est enfin, Ouais. voilà, donc du coup, j'utilise les outils modernes parce que c'est pas à moi de, voilà, de faire les programmes justement. J'ai la toute la bibliothèque d'exercices qui sont poussés de chez poussés parce que ça a été fait pour les Mmh. physiothérapeutes et donc du coup, ben, je peux piocher là-dedans et je m'éclate, quoi. OK. Ça m'offre une transition rêvée, merci, parce que des fois je fais des transitions de boucher et franchement, c'est pas très classe. Hem, Aujourd'hui, dans cette reprise d'activité qui est la continuité de ce que tu faisais avant et que tu avais mis en pause, quelle est une valeur qui est centrale pour toi et qui est satisfaite et nourrie à travers le travail que tu fais? Ah! Ah! Ah, elle est pointue ta question. Oui, c'est le but de cette question est de susciter le «Ah!» Ah, j'aime bien, j'aime bien. Qui est central pour moi là-dedans? Ça peut être une, c'est il peut évidemment y en avoir plusieurs, hein, mais voilà, une valeur qui est centrale pour toi et qui est nourrie, ouais, nourrie et satisfaite à travers l'activité pro que tu as. Ouais, au début, quand je faisais cette activité, c'est comme je te disais, il y avait des choses à prouver, montrer qu'on est bon, le meilleur, blablabla. Aujourd'hui, avec plein de lectures, en m'ouvrant sur, pas mal de spiritualité et cetera et quand je te dis pas mal, c'est tout, hein. Mmh. Je me suis tapé la Bible, je me suis tapé, des gros bouquins comme ça sur le bouddhisme, là je suis sur le Coran, voilà. Je m'ouvre un petit peu à toutes ces choses-là parce qu'à un moment donné, tu te dis, «Pourquoi on est là?» Mmh. et en fait, je pense la valeur centrale, c'est d'apporter vraiment ma pierre, ma contribution au bon développement de ce monde. C'est con, hein, c'est peut-être un peu cliché, ce que je dis là, mais c'est quelque chose que je n'avais pas en tête vraiment, il y a quelques années et je me rends compte que je suis convaincu maintenant qu'on a un truc à apporter. Alors certains parleront de mission de vie et cetera, on y mettra des formes qui sont sympas, mais voilà, moi c'est ma petite pierre, j'allais dire à l'édifice et cette petite pierre à l'édifice, c'est vraiment aider les gens à, à prendre justement confiance dans leur potentiel, Ce serait dans leur pot l'abnégation? ouais. C'est l'abnégation et aller sortir le meilleur des gens. Mmh. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une société où c'est binaire. C'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est moche, c'est, efficace, c'est inefficace et cetera et je me dis: «Mais en fait, non, c'est pas comme ça». Si tu regardes là, toi, par exemple, chez nous, il fait un temps dégueulasse. Donc on pourrait dire: Ouais, «Bah, bon, OK. c'est un temps dégueulasse». Mais en fait, non, c'est juste un temps. Mmh. C'est un temps et ce qui est en train de se passer est juste essentiel au bon fonctionnement de notre nature, de notre truc comme ça et je pense que nous, c'est exactement pareil. On a cette connexion, cette interconnexion les uns envers les autres, hein, les êtres humains, qui fait qu'il y en a toujours un qui a quelque chose à apporter à l'autre pour pouvoir l'aider à grandir, à évoluer. Et je pense que ma passion du mouvement, ma passion de l'accompagnement, parce que je te dis, je prends mon panard à accompagner les gens. Tu vois? Si je reprends l'autre activité maintenant que je fais, qui est la gestion de patrimoine, tout le monde pourrait dire: «Oh là là, il gère des grandes fortunes», mais que dalle! J'accompagne des coachs, les 3/4 du temps, moi 99 de ma clientèle, c'est des coachs sportifs qui ont un petit peu d'argent de côté, mais je leur apporte une éducation financière pour qu'ils soient sereins. Et Mmh. ben, dans le sport, pour moi, c'est pareil. C'est leur apporter ce qui me paraît être vital, le mouvement. Mmh. Le mouvement. Et donc c'est ouais, c'est ça, c'est apporter cette contribution et cette passion-là, non plus en étant dans: «Je vous donne des leçons, vous voyez, c'est moi qui ai raison parce que j'ai plein de connaissances, je sais que c'est bon pour vous, donc faites-le» et en fait, ça m'apportait de la frustration quand les gens ne le faisaient pas. Mais maintenant, c'est dire: «Bah, voilà, j'ai l'intime conviction que si tu bouges plus, tu es mort». Je le fais de manière cash, d'accord?
tout est mouvement dans notre corps. Dans les Tout dans les est faits, c'est ça, hein, mais oui. non, Ouais. mais voilà, c'est ça. Donc ma mission, ma petite pierre à l'édifice, c'est de vous faire comprendre que si vous en faites un petit peu plus que ce que vous faites normalement, ça sera déjà très bien. Maintenant, je ne supporte pas de voir un être vivant souffrir. Donc ça me fait chier quand je vois des gens qui se plaignent qu'ils ont mal et Et qui parce que sont le système est mal foutu, ben, ils peuvent pas, entre guillemets, «enlever la douleur» sans passer par de la molécule mmh et donc du coup, voilà, c'est, ouais, c'est ça, enfin, si j'avais j'ai l'impression que tu t'es vachement adouci avec les années. ah oui! Ouh C'est là, oui! impressionnant, mais ça enfin, bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas discuté les 2, mais je ressens vraiment ça. Pour moi qui te connais depuis un bon moment quand même. Bah, en fait, si tu veux, pour continuer dans cette, analyse, cette petite psychanalyse presque, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit: «Mais pourquoi se faire toujours mal à la gueule? Ouais, Pourquoi être toujours dans le dur?» Et j'ai eu la chance de rencontrer alors avant que j'arrête, hein, ouais. j'avais déjà commencé à être un peu dans ce trip-là, j'avais fait une course en montagne, alors pas course à pied, hein, une course en alpinisme avec un guide qui m'a fait faire une séance de méditation en pleine ascension. Donc on était pendus. Mmh Il faisait un temps mais dégueulasse, c'était dans le Râteau, alors c'est dans le massif des Écrins chez nous et il faisait un temps dégueulasse, vent, pluie, neige, enfin un truc dégueu et j'ai Sympa. vu ouais, mais j'ai vu un mec qui était détendu du visage, qui m'a dit: «Bah, voilà, on va apprendre à apprécier ce moment-là, être tout le temps dans la zone verte». Parce que quand il y a des périodes de troubles comme ça, donc là, le trouble, c'était la météo, si tu te mets dans le rouge, tu vas faire des conneries Mmh et tu te mets en danger et du coup, cette notion de zone verte m'a ça a été une espèce de révélation et après tu te rappelles, j'avais bossé avec, Laurent Schmitt, hein, sur mh. la variabilité de la fréquence cardiaque et tout Oui. et en fait, quand je travaillais avec lui, bah, c'est pareil, c'était la traduction scientifique de cette, voilà, de cet état d'esprit, voilà, du gars qui fait de la méditation en pleine course et en fait, c'était la traduction en disant: «Bon, bah, voilà, comment ça se fait que des mecs comme Martin Fourcade ont dans leur planification 85 voire 90 de leur temps d'entraînement qui est en basse intensité et que le reste, c'est de la haute intensité? Pourquoi se faire mal H24. Pourquoi dans notre milieu, le fitness, on prône le je te défonce, je te défonce, je te défonce, je te défonce sans arrêt? Et pourtant, j'étais un adepte, hein, je peux te dire que, Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. enfin et donc du coup, voilà, j'ai grandi par rapport à ça et alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire mal, hein, de temps en temps, hein, loin de Oui, là. bah, bien évidemment, si aussi si Si tu tu veux veux progresser, il y a pas le choix, hein. tu veux progresser, ça, il y a pas le choix, mais tu vois, si je fais la comparaison avec l'entrepreneuriat, et dans les accompagnements, puis, bah, aussi à la rencontre des élèves, je remarque que souvent les gens sont très polarisés. C'est soit tout, soit rien. Soit j'en branle pas une et puis, ouin ouin, ouin ouin, ça marche pas. Soit en fait, j'y vais Vas-y, je t'écoute, hein. hyper fort depuis le début. J'y vais hyper fort depuis le début, mais parce que je gère pas mon effort sur le long terme, bah, en fait, je m'envoie dans le mur. Et c'est le parallèle que je fais par rapport aussi à l'entraînement. C'est qu'en fait, si tu veux progresser physiquement ou dans ton business, il faut que tu aies la capacité de mener des actions régulièrement. Donc là, les actions, ça peut être le développement ou pour l'entraînement, bah, les sessions d'entraînement. Mais il faut que tu sois capable de t'entraîner avec assez de régularité, avec une intensité suffisante pour que ton corps dise ah, il faut quand même que je m'adapte parce que je ne veux pas prendre des branlées comme ça successives. Mais où en fait, ta capacité à évoluer tient tout autant de ta capacité à te mettre dans le dur que de ta capacité à récupérer de ce que tu t'es mis dans le dur. Et donc, à un moment donné, il faut mener des actions qui sont intelligentes à une intensité qui est intelligente pour pouvoir répéter et enchaîner les unités sur le long terme. Voilà, après si on revient sur l'entraînement, c'est le principe de surcompensation. Mhm. Tout simplement et que, tu te rappelles, hein, je Ouais, l'ai fait 50 milliards de fois et je la fais encore à certains de mes clients. Bon, bah, voilà, tu as la courbe de ressources d'énergie, la courbe de temps. Tu Quel que soit le domaine, l'entraînement d'une manière générale, c'est tu vas perturber justement ce niveau d'énergie. Après, tu te laisses le temps de récupérer pour pouvoir faire mieux, la surcompensation. Maintenant, si tu mets branler, sur branler, sur branler, sur branler, tu te laisses pas la possibilité de pouvoir remonter suffisamment pour pouvoir récupérer. Et donc, du coup, c'est là où on est dans le surentraînement. Et dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Être la tête dans le seau, la tête dans le guidon, H24 ne t'amènera à rien. mhm. Alors, je bougeais un petit peu, hein, Mais j'ai vu que tu as été excuse-moi. chercher des trucs.
Voilà, mais ouais, parce qu'en fait, moi, si tu veux, mon bureau, il y a un peu plein de trucs. Mmh. Mais en fait, la clé, elle se résume dans ça. OK. Pour l'entrepreneur aujourd'hui, le coach sportif entrepreneur aujourd'hui, elle se résume à s'inspirer de ce que font les meilleurs et de trouver ce qui nous excite. Mmh. Pas faire du copier-coller pour faire du copier-coller parce que on est unique et donc du coup, ça a pas d'intérêt de faire du copier-coller. Mais par contre, c'est dire: «Bah, OK, moi, si j'ai un état d'esprit entrepreneurial, qu'est-ce qui me fait vibrer dans l'entrepreneuriat? Où c'est que je veux aller? Comment je veux y aller? Pourquoi je veux y aller?» Et c'est pour ça que moi, voilà, j'ai essayé de te sortir certains livres qui me ouais, tu vois, j'en ai pas 50 000, hein, je dois en avoir quoi? Allez, une trentaine là. Mmh. Mais, qui sont pour moi des trucs que je relis sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt parce que c'est important de nourrir aussi mon cerveau et de me dire: «OK, ces gens qui ont réussi, en fait, ils avaient, un focus». Et tu sais, je vais aussi sur Netflix et je regarde les documentaires sur Mmh. les Schwarzenegger, sur les trucs comme ça parce que ça m'inspire. Pas que j'ai envie de devenir Schwarzenegger, je m'en fous. Mais, qu'est-ce qui est je veux dire, hyper important pour moi? C'est quoi le truc que tu m'enlèves Ouais. et qui va me rendre malade? Mmh. Bon, ben, moi, clairement, c'est la liberté. Tu m'enlèves ma liberté de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux, je deviens malade, réellement. Mmh. Et donc, du coup, voilà. Il y a certains bouquins, tu vois, celui-là, Réfléchissez, devenez «Réfléchissez riche. et devenir riche», J'ai lu. d'accord? Ça, c'est une bible. Pas parce que, il y a des trucs, voilà, faut tout appliquer à la lettre, mais c'est des principes qui Ouais, sont, juste géniaux. Celui-ci, Simon Sinek, pour ouais. moi, c'est la base, j'allais dire de la base, le Start with Why, il est extraordinaire. Celui-ci m'a beaucoup impacté. Réveille-toi. OK. Tu es une merveille de la nature. Ça, Mmh. pour la confiance en soi, il est vraiment génial. Là, je suis en train de me fader, ça c'est un de mes voilà, un de mes mentors aussi qui me l'a offert. Voilà, Mmh. voilà. Là. Miracle Morning Mmh. pour millionnaire. Alors, est-ce que l'idée, c'est est-ce que David Cretin veut devenir millionnaire? Non, mais par contre, il y a des clés pour devenir libre. Mmh. Ça veut dire quoi être libre? Libre, ça veut rien dire, ça fait et tout dire à la fois. Mais c'est des choses qui sont super intéressantes, des routines à mettre en place. Je veux dire, c'est comme en sport. Quand tu vas faire une séance de sport, tu t'échauffes, tu mobilises, puis après tu montes crescendo. Tu as, on va dire tes petits rituels. Je me rappelle à l'époque où tu faisais tes petites vidéos d'entraînement, tu Mmh. avais toujours, soit ta capuche, Ouais. tes trucs comme ça. Tu as tes rituels, tes trucs comme ça. Bon, bah, pourquoi on n'appliquerait pas ça aussi sur, la partie business Oui, oui. et Ou la voilà, partie vie, la partie vie, tout simplement. la partie vie tout simplement. Et en Mmh. fait, c'est ça et c'est de se dire: «OK, dans ce que je lis là, quels sont les principes où je sens que mon corps est en phase et vibre?» Et du coup, comment je l'applique moi à mon quotidien? Moi, j'ai mes rituels alors qui sont très cons, très voilà, Mmh. mais moi, je veux dire, il y a pas un matin où j'ai, envie de me lever sans dire à ma femme que je l'aime, par Mmh. exemple. Tu vois? Ça, c'est important pour moi qu'elle le sente, qu'elle le sache. C'est Mmh. c'est vital pour moi qu'il y ait ce truc-là. Il y a pas un matin où je dois pas passer 10 minutes à papouiller mes chiens. Mmh. Ça me frustre si je le fais pas. Donc quand je Mmh. sais que je suis à l'extérieur, je suis frustré de ça. C'est pour ça que j'ai du mal de partir en vacances sans mes chiens ou de quoi que ce soit, parce que ça fait partie de mes routines. Tu Ouais, vois? puis C'est des choses qui sont contribue importantes. à c'est des choses simples, mais qui ont une contribution en termes de bonheur qui sont fortes. Et j'avais cette discussion avec quelqu'un, heu, mardi, où en fait, des fois, on néglige, l'impact positif, la grandeur de l'impact positif d'une action qui est simple. Et l'exemple que je donnais, c'était, tu vas faire tes courses à 18 h le soir, tu, passes, devant la caissière du supermarché. Elle, elle est là depuis 8 h le matin et en fait, personne l'a calculé pendant toute la journée et toi, tu arrives et tu lui dis: «Merci, bonne soirée». Et en fait, toi, ça te coûte absolument rien de lui dire: «Merci, bonne soirée». Et elle, par contre, la manière dont elle le reçoit, sur une journée où personne l'a calculé, c'est monstrueux. Et on néglige souvent les retombées, la grandeur des retombées positives d'une action qui est au final, tu vois, pas grand-chose. Ouais et tu vois, dans les rituels, ce que j'ai mis en place, c'est justement
cette notion d'écriture sur les choses qui se sont passées, qui ont été agréables dans la journée. Mmh. Pour que quand je m'endors, au lieu de voir les choses négatives et de ressasser les choses négatives, je me dise: «Bon, bah, OK, c'est vrai, ça c'était top, ça c'était top, ça c'était top, Mmh. point» et après le cerveau, je vais lire un autre bouquin et après le cerveau, dans la nuit, il sait qu'il s'est focalisé que sur les choses qui étaient top et tu oublies tout le reste et toi, par rapport à ce que tu dis, les petites choses, Mmh. L'effet cumulé. OK. l'effet cumulé, c'est voilà et puis un dernier et ça, c'est vraiment, j'allais dire, c'est vraiment les 6 bouquins, 7-8 bouquins que je lis et que je relis parce qu'ils sont fondamentaux pour moi, c'est celui-ci. Aller au bout de vos rêves. OK. Parce que alors tout ça, c'est vraiment lié à de l'entrepreneuriat pour des mecs qui veulent gagner beaucoup, 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 mais je le prends avec un peu plus de recul. C'est de se dire: «Voilà, c'est quoi moi mon rêve à moi?» Moi, Mmh. mon rêve de voilà. Tu discutes avec des gens qui ont réussi, qui ont voilà, qui ont des grosses entreprises et cetera. Quand tu discutes un petit peu, tu te rends compte que leur passé était pas gégène et que donc du coup, il y a une espèce de revanche sur la vie et donc du coup, voilà, ils se sont battus puis ils ont, acquis tout ça. Moi, c'est pas le cas. Mmh. Moi, bon, voilà, j'ai eu ma petite partie, on va dire, avant mon adoption qui était, voilà, ce qu'elle était, mais c'est pas grave. Mais après, tout le reste, tu te dis: «Attends, j'étais dans une famille, avec de l'amour plus, 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 j'étais dans la nature, au pied d'une falaise et puis, devant une rivière, donc c'était la piscine, qu'on avait tout le temps». J'ai eu des valeurs, voilà, qui étaient saines, je pense. J'ai jamais manqué de rien. Donc si tu veux, moi, les rêves de grandeur financière, si tu veux, je les ai jamais eus. Mmh. Moi, le rêve que j'ai toujours eu, c'est de dire: «Bah, je vais être heureux comme mes parents», c'est très bien, quoi. Mmh. Ouais. Tu vois? Et ça, le fait de se dire: «OK, c'est pas parce que j'ai des petites aspirations que je dois pas les entretenir comme si c'était de l'or en barre», quoi. Mmh. Tu vois? Et aujourd'hui, j'ai compris ça, de me dire: «Bon, bah, voilà», le fait de me dire: «J'ai rien à prouver aux autres», fais ce qui te fait plaisir, contribue à cette recherche de bonheur qui est finalement mon rêve à moi, quoi. Mmh. Voilà. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Beaucoup, beaucoup. Heu, tu as fait de la formation pendant combien de temps? Tu vois? Ça, c'est une transition de boucher, par exemple. Ouais, ben, tu vois, j'ai attaqué en 2009, 2009 et j'ai arrêté il y a 2 ans, 3 ans, pardon. Mmh. 2021, tu vois, ça fait, 12 ans. Ouais. Tu as contribué à la formation de beaucoup d'élèves, heu, Mmh. dans le milieu du coaching. Tu as une idée, de plus ou moins, à quelle quantité d'élèves tu as participé à la formation? Alors je te dis 12 ans rien qu'avec Fitz, hein. Ouais, ouais. Tu rajoutes bien 5 avec Lyon. Mmh. Donc tout tout Heu, tout compris, tout ouais, tout compris. compris, ouais, je suis autour de, ouais, pas loin de 20 ans de formation. OK, et tu penses que tu as croisé le chemin de combien d'élèves sur 20 ans de formation? Oh Oh la vache! Prends une Putain, calcul. ça fait ouais, ça fait un paquet, hein. Parce que avant que tu prennes, tu te 250. rappelles, on avait des sessions Ouais. qui étaient lourdes, hein. Je sais pas, 2000-3000 élèves? Ouais, pas loin, Ouais, ouais. ouais, 2000-3000 élèves. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais, ça se compte en milliers, Heu, ouais. Ouais. aujourd'hui, est-ce que tu as toujours contact avec, des élèves que tu as eus en formation, ou est-ce que tu recroises de manière épisodique des élèves que tu as eus en formation qui sont Ouais, toujours dans le domaine du fitness? ouais, OK. quelques-uns. Est-ce Pas que beaucoup, OK, pas beaucoup. voilà, Ouais, j'arrive avec la question, hein, je pense que tu la sens venir. Est-ce ouais. que tu recroises aussi des élèves qui, ont été et qui ne sont plus dans ce domaine-là? Non, OK. non, j'ai eu vent de Ouais. l'arrêt de certains et cetera, mais non, OK. non. C'est quoi, à ton avis, qui fait qu'on tient sur le long terme? Toi qui as quand même, qui a malgré ton visage juvénile, qui a quand même, du recul, c'est quoi qui fait qu'on tient sur le long terme? C'est quoi qui fait que, tu vois, sur la session dans laquelle moi j'étais, il y a 10 ans en arrière, on était 20, et aujourd'hui, je crois que dans le game, il reste Damien, Jacques et moi. Heu alors voilà, sans nous mettre en avant, parce que c'est pas le but de la question, mais c'est quoi qui Non, fait que tu non. en as certains qui tiennent sur le long terme et pas d'autres? L'intelligence et
Mais ouais, développe ce Ouais, côté ouais, ouais, ouais. Quand je intelligence. dis l'intelligence, attention, c'est pas l'intelligence de dire que c'est quelqu'un qui est intellectuellement Mhm. plus intelligent qu'un autre, mais l'intelligence dans le métier. Ok. C'est-à-dire ne pas fantasmer le métier, avoir une vision qui est réaliste du métier. C'est-à-dire que c'est pas, en fait, quand tu deviens coach, ça n'est pas un loisir, c'est un métier. Et donc, du coup, le métier, il a ses facettes positives, il a ses facettes négatives, Mhm. comme toute chose. Et il y en a beaucoup qui se disent que ça va être facile, que c'est un métier où il suffit d'être à peu près agréable, d'être à peu près bon sportif pour que ça marche. Et je pense qu'ils sont vite dans la désillusion. Mhm. Parce que, et d'ailleurs, on essaye de leur mettre les yeux en face des trous en formation dès le départ, sans leur enlever voilà, le rêve, mais leur dire attention les gars, c'est dur. Mhm. C'est dur. Aller chercher des clients, c'est dur. Garder des clients, c'est dur. Rester focus avec la banane tous les matins, c'est dur. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'après on reste? Eh ben, c'est cette intelligence-là de comprendre que c'est un business. Encore une fois, sans forcément y mettre un millier de dollars Mhm. autour, hein, quand je parle de business. Un business, c'est simplement, tu as de l'argent qui rentre, tu as de l'argent qui sort, et est-ce qu'il y en a suffisamment pour que tu puisses en vivre? Euh, et du coup, se dire, voilà, c'est un vrai business. Et donc, pour pouvoir rester et durer, faut être intelligent. Faut avoir l'intelligence de se rendre compte que ça évolue. L'intelligence de s'observer, évoluer soi-même dans ce milieu-là. C'est-à-dire, est-ce que je suis, quand j'évolue, est-ce que je suis en phase avec l'évolution ou pas? Tu vois, typiquement, les réseaux sociaux, je pense que tu te rappelles, moi, les premières fois où j'ai évoqué les réseaux sociaux, je leur crachais à la gueule parce que, voilà, je n'aime pas ça. Clairement, je n'aime pas ça. Par contre, aujourd'hui, tu es obligé de passer par là, ne serait-ce que pour avoir une forme de notoriété. Mais maintenant, je ne vais pas moi me forcer à faire, voilà, des vidéos. J'ai essayé, hein, tu te rappelles, j'avais essayé de faire une chaîne YouTube et cetera. Ça n'est pas moi. Moi, c'est le cru, c'est l'humain, c'est la relation humaine. Donc moi, je suis revenu aux bonnes vieilles méthodes, tu vois? C'est rebalancer les flyers, refaire travailler, les commerçants du coin, faire des entretiens avec les ostéopathes et leur faire un book que je donne aux ostéopathes. C'est, me réinvestir dans la vie associative. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est avoir une forme d'intelligence sur comment moi, en tant que, personal trainer, coach, appelle-le comme tu veux, je vais m'adapter à cette évolution-là. Comment je me sens en phase? Je rencontre assez souvent des jeunes coachs qui, voilà, qui me disent, «Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va nous concurrencer?» Et je dis: «Mais tu es débile ou quoi? Quand est-ce que vous avez compris que non, mais que c'est ça va vous aider. Le temps qu'on passait à faire des programmes, ça le fait en 30 secondes, 3 Ouais. secondes. Donc voilà, tu t'inspires de ce qu'il te propose, le client, il verra pas la différence, on s'en fout et donc l'intelligence artificielle va t'aider. L'autre jour, je regardais une vidéo d'un Américain, un jeune Américain. Enfin, il exploite les intelligences artificielles, mais d'une manière mais stratosphérique. Alors oui, ça demande un petit peu de rond parce que tu as 50 balles par mois sur un, 50 balles par mois sur l'autre, et cetera. Bon. Mais il exploite tout pour pouvoir justement être en phase avec son business à lui. Mhm. Et donc du coup, aujourd'hui, pour moi, ceux qui durent, c'est ceux qui arrivent à être en phase avec, un, qui sont au fond d'eux-mêmes et comment ils arrivent à s'adapter à cet environnement qui change super vite. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est mon assistant justement dans, voilà, dans le choix, par exemple, de, certains exercices, certains trucs comme ça. Mhm. Parce que, ben, voilà, faut admettre qu'on n'a pas toute la science infuse et que ça va beaucoup plus vite que nous. Donc, voilà, il y a ça, c'était ma première partie de réponse Mhm. et donc l'intelligence, hein, encore une fois, de s'adapter à tout ça et pour moi, la deuxième chose, c'est qu'il faut être un putain de passionné, quoi. Mhm. Voilà, si tu es pas excité à l'idée de parler ou de faire bouger un client, parler d'entraînement et de faire bouger un client, change, Mhm. arrête-toi. Et en fait, ce qui m'a fait repartir aussi, ce qui m'a repoussé à repartir, c'est que le fait d'accompagner les coachs sportifs dans la partie gestion de patrimoine, quand on échange, bah, sur leur boulot et tout ça, putain, tu dis: «Putain, finalement, ça me manque un bordel de merde». Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, ouais, Tu bien sûr, vois? je vois ce que tu veux dire. Parce que,
voilà, c'est super agréable de quand tu vois un mec qui galère à faire un squat et puis tu lui trouves des petits tips pour qu'il hop et ça se débloque en Mmh. une demi-seconde et là tu fais: «Waouh, c'est bon ça». Et j'ai ce sentiment-là à travers le coaching sportif, à travers la formation, à travers le mentorat. Je trouve incroyablement gratifiant de pouvoir être l'un des acteurs du changement de la vie des gens. Je trouve que Ouais, c'est un sentiment qui est d'une puissance incroyable. Alors, de manière, tu vois, très modeste, hein, parce qu'au final, et c'est ça qui est aussi compliqué dans notre métier, c'est que nous, on ne fait que proposer des solutions que les gens vont mettre en application ou pas. On peut pas faire à leur place. On peut pas faire les choses à leur place et c'est normal. Mais j'avoue que de voir les personnes évoluer, s'émanciper, devenir, ce qu'ils l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes dans leur tête et d'y arriver, c'est incroyable. Et de et faire tu réaliser aux gens qu'ils sont capables de faire beaucoup plus que ce qu'ils pensent. ouais et tu vois, en fait, il y a ce côté, tu vois, tu dis: «On est un des éléments qui aident les gens à évoluer» et finalement, tu te rends compte que si tu es pas payé à faire ça, c'est hyper gratifiant. Tu vois, Mmh. typiquement, tu es dans un repas de famille, tu discutes avec quelqu'un et puis, j'en sais rien, voilà, tu as parlé d'un bouquin et le mec, il a lu le bouquin et il revient vers toi et te dit: «Putain, ça m'a changé la vie ce truc-là» et en fait, tu dis quand tu fais ça, tu prends une espèce de dose de bien-être parce Mmh. que tu as contribué à ça et ce qui est compliqué finalement, c'est que quand tu rentres dans le côté professionnel, bah, comme son nom l'indique, tu professionnalises le truc. Donc ça veut dire que tu le systématises pour avoir en retour aussi la rémunération et que souvent l'erreur qu'on fait, c'est juste normal et c'est pour ça que ça va dans le sens de ta question, qu'est-ce qui fait qu'on perdure? C'est que finalement, on perdure parce qu'on arrive à passer outre la récompense financière de ce truc-là. Mmh. On a conscience que bien évidemment, il faut bien qu'on bouffe, mais c'est plus le facteur premier de motivation. Le facteur premier de motivation, c'est comme tu l'as dit, c'est d'accompagner l'autre pour qu'il puisse évoluer, être un des éléments qui fait que la personne, elle a évolué. Mmh. Et ça, c'est, effectivement, c'est hyper gratifiant et tu vois, là, j'ai récupéré un de mes anciens clients parce que dès qu'il a su que je reprenais du service, il m'a appelé et heu et ce gars-là, pendant les 2 ans, il a perdu 12 kilos. Mmh. Il s'est pris en main. Ça veut dire qu'il a mis en place une routine de footing tous les jours. Il me dit: «Vous vous rappelez quand vous me faisiez faire ce mouvement-là, comment ça s'appelle déjà? Vous savez où on met un pied devant l'autre là?» Je dis: «Les fentes, ouais». «Ouais, ce truc-là, mais que je détestais, et ben ça, c'est bon, c'est je sais le faire correctement maintenant». Mais quand il m'a dit ça et quand je l'ai vu sa silhouette, même son être entier a changé, j'ai dit: «Putain, j'ai fait le boulot, quoi. J'ai fait le boulot» et ça, c'est des récompenses, purée. On est Ça d'accord. ça a pas ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. On a parlé du bon côté. C'est quoi le revers de la médaille de ce que tu fais? C'est quoi le côté obscur de la force? Si tant est qu'il y en ait un. Ouais, il y en a forcément un. Il y en a forcément un. Le yin et le yang, c'est voilà, je crois dur comme fer à tout ça, donc ça ne peut pas être que parfait. Mmh. Hem, c'est justement, tu vois, c'est la passion qui nous fait voir les bons côtés. C'est ça qui fait qu'on voit que les bons côtés. C'est que justement, tu as certaines autres personnes qui ne sont pas passionnées, qui vont voir que les mauvais côtés. C'est pour moi, c'est voilà, c'est ça qui est important, c'est que la passion te fait voir les bons côtés. Le côté, tu accompagnes les gens, tu les vois progresser, tu les vois évoluer. Tu dis il y a ce côté, ouais, dopamine que tu prends en pleine gueule parce que tu as fait du bien. Après, bah, les côtés obscurs, ben, c'est que si tu ne travailles pas justement sur, les relations humaines, la qualité des relations humaines, tu peux te faire phagocyter, tu peux te faire vampiriser et tu as des gens qui te prennent de l'énergie. Vraiment, qui te coûte en énergie parce que tu sens que toi, tu es pas en phase avec eux et que, eux, ils ont presque décelé une faille en toi et donc du coup, ils créent cette espèce de dépendance, avec le coach qui est malsaine. Quand je dis malsaine, rien de Oui. physique, hein, attention, hein. Mais en gros, ils te font presque un chantage affectif, en gros, «Ah, tu plus là, qu'est-ce que je vais faire, quoi?» Mmh. «Ben, je suis plus là, tu vas en prendre un autre et puis on en parle plus, quoi».
non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a ça et puis après, bah, il y a les contraintes, on va dire purement organisationnelles, bah, oui, on travaille quand les gens travaillent pas, quoi, donc ça, Faut faut l'accepter. l'acc faut l'accepter et arriver peut-être aussi à mettre des barrières, à mettre certaines barrières. Mais ça, c'est souvent lié à nos peurs aussi. Mmh. C'est-à-dire le peur de pas y arriver, le peur de pas gagner assez d'argent, voilà, c'est ces peurs-là qui font que, bah, ouais, tu ouvres du 6h-22h, quoi et que tu t'oublies et c'est pour ça que quand tu dis: «J'ai changé», c'est qu'à un moment donné, voilà, je pense à ma gueule en premier. Ouais, ouais. Voilà, Moi, c'est le game changer, ça a été la petite. ouais, Clairement. non, mais voilà J'ai envie de passer du temps à la maison. Donc, bon, soit réorganiser, soit savoir dire non. Et et c'est pas ouais, toujours évident. alors et tu vois, tu parles de ta petite, mais moi, ce qui me frustrait par rapport à la formation, le fait de venir tous les week-ends, parce que, voilà, tu sais ce que c'est que de se fader beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours de formation. Oui. Moi, il y a une période, je faisais tout. Mmh. Je faisais tout, quoi. Ça veut dire que je les voyais de A à Z, quoi, entre le module de base, le FTI, le PT, les formations TRX, les formations Pilates, les formations Performance Trainer, les formations Wellness Trainer. Bah, je ne faisais que ça. Alors financièrement, c'était super intéressant. Comme tu disais, tu es dans une forme de routine, tu es dans ta zone de confort, donc tu sais que l'argent rentre. Bon, voilà, il y a pas de problème. Mais si tu savais comme ça me coûtait de ne pas voir mes chiens pendant 3 jours, Mmh. toutes les semaines, Ouais, ouais. c'est con, hein? Ouais, non, mais C'est je trouve ça, je trouve que ça fait sens. Voilà et donc du coup, il y a un moment donné, tu dis: «Bah, ouais, faut que je fasse des choix». Alors, les choix, tu les fais, tu les justifies pas exactement comme ça parce que j'allais pas dire, autour de moi: «Bah, en fait, j'arrête la Suisse parce que je veux être vers mes chiens». Mmh. Donc tu dis quoi? Bah, j'arrête la Suisse pour prouver aux gens que je suis capable de faire du personal training en pleine campagne. Mmh. Tu vois? En fait, tu tu changes l'histoire, tu vois? Tu changes la forme de l'histoire. Mais le truc profond, c'est que moi, mon bien-être, c'est voilà, c'est là où je suis, c'est ma Mmh. maison, c'est mon marais, mes chiens, et cetera. Je suis prêt à faire quelques concessions, mais ça, c'est mon ADN et j'ai pas envie d'en changer. Et donc, du coup, c'est arrivé à, voilà, à trouver des méthodologies de travail qui te permettent de faire ça. Et tu vois, les gens, ils venaient chez moi. À force, on avait plein le cul de les voir venir chez moi. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne fais que du domicile ou de l'extérieur. Ouais. Je veux plus que les gens viennent chez moi s'entraîner. J'ai mon meilleur pote qui vient toujours, mais si tu veux, c'est un autre contexte Oui, et bien donc sûr. c'est voilà et donc du coup, c'est ça, c'est penser aussi à soi, se remettre je veux dire, soi en premier. Alors des fois, les gens vont dire que c'est de l'égoïsme mal placé, mais je prends souvent l'image, tu sais, dans les consignes de sécurité dans l'avion, on te dit toujours: «S'il arrive un pépin, vous mettez le masque en premier et après vous mettez le masque à Oui. vos enfants». Parce que si t'es out, tu peux pas le mettre à tes enfants. Voilà, c'est Ouais. ça et du coup, ben, j'essaye de me l'appliquer. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être disponible pour ma femme. Elle est chef d'entreprise, donc elle comprend parfaitement les contraintes qu'on a. De se dire: «Bon, ben, voilà, là, je suis en pleine bourre», voilà, on sait exactement, il y a pas de problème. Mais par contre, quand on est l'un avec l'autre, c'est l'un avec l'autre, quoi. Il y a pas de téléphone, il y a pas Mmh. toute cette merde-là, quoi. Et j'ai mis en place, ce que j'appelle le service, David dans ma poche, quoi. Ça veut dire Mmh. que les gens quand je fais des contrats avec mes clients, bah, ils savent que c'est 6 jours sur 7, 7h, 21h, ils savent qu'ils peuvent me contacter là, Mmh. mais pas 21h02. Ouais, ouais, mettre des limites aussi. Voilà. C'est très bien. David, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Avec grand plaisir. C'était plein de nuances et c'était très, heu, ouais, je découvre un nouveau David. Ouais, tu es en C'est train de dire ça. que je vieillis, quoi. Et du coup, ça va, mais ça renforce encore plus l'admiration que j'avais pour toi. C'est gentil. Non, mais parce que ça montre en fait qu'on est aussi capable d'évoluer et de changer. Quoi qu'il en soit, c'est le moment du quiz. OK, Ça fait un je petit me moment concentre, qu'on discute. je me concentre. Le but, c'est de pas trop réfléchir aux réponses que tu donnes. OK. OK? 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, David? J'adorais, faire des parcours, tu sais, pour les petites voitures. Mmh. Parce que nous, on n'avait pas de circuit tout fait. OK. Donc je prenais le balai de cantonnier dans la cour et je faisais des circuits comme ça. Je prenais les fleurs de magnolia, des trucs comme ça, et je me faisais des parcours comme ça avec les bagnoles. J'adorais faire ça. Incroyable. Un aliment que tu n'aimes pas manger?
L'agneau. L'agneau. Ok, je connais déjà la réponse, mais je pose la question quand même. Mer ou montagne? Montagne. Ta citation préférée si tu en as une? Non, j'en ai pas. J'ai pas de Ok. citation préférée. Non, je suis pas comme Ok. ça. Un gros mot que tu dis souvent? Ça me casse les couilles. Ton film favori si tu en as un? Les tontons flingueurs. Les Tontons Flingueurs. Ce que tu aimes le moins dans ton job? La partie purement commerciale. Ok. Tu écoutes de la musique? Oui. La chanson du moment? Oh, la chanson du moment. Je suis très éclectique en fait. C'est par rapport au mood. C'est par Ok, rapport à l'humeur du jour. Je suis très d'accord. éclectique. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, personne réelle ou personne fictive, personne de ce monde ou qui malheureusement n'est plus là, mais voilà, tu peux partager un repas avec quelqu'un, tu manges avec qui? Avec mon père géniteur. Ok. Si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Agriculteur. Ok. Et tu nous as proposé 5. La dernière question, c'était une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Tu nous as proposé plein de livres. Donc Ouais, mais après, moi, les livres, cette question, elle est déjà répondue, j'ai envie de dire. voilà, ça me Voilà. nourrit. Ok. Voilà. Eh ben, on est arrivé au bout. On est Bon, arrivé au bout du quiz. Alors, super. j'ai besoin de réfléchir 2 secondes. Le David d'aujourd'hui peut aller parler. On va faire ça. Le David d'aujourd'hui peut aller parler au David qui fait cette première année de fac que tu n'avais pas envie de faire, mais que tu as fait pour faire plaisir à ton père. Euh, donc le David d'aujourd'hui va parler à ce David qui est face à la désillusion de putain, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Ce bordel par rapport à la difficulté de Ouais, la par d'année. rapport à ce truc où tu te retrouves dans un cursus de formation qui est pas fait qui est pas forcément fait pour toi, mais voilà, tu fais quand même le nécessaire. Tu te dis Bon, quoi à toi-même? je me dis persévère, Mhm. accepte. Au bout, il y aura quelque chose de magnifique. Ok, Ce dans quoi tu galères va te permettre d'exceller finalement dans l'autre domaine et tu vas mieux comprendre les choses. Donc, persévère. génial. David, dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Dans 10 ans, je voudrais avoir atteint les objectifs que je me suis fixés en termes de liberté, Ok. notamment liberté financière, c'est-à-dire dégager un petit peu plus que ce que j'ai aujourd'hui pour pas avoir à me soucier de, tiens, si je dois partir 3 jours, voilà. Mhm. Ouais, je me pose souvent cette question. Il y a une contrainte majeure dans ma vie, c'est les animaux. Je suis un amoureux inconditionnel de mes animaux, mais ça me limite dans pas mal de choses. Mhm. Donc dans 10 ans, je limite la quantité d'animaux pour pouvoir me permettre de bouger un petit peu plus. Ok, d'accord. Voilà, pour être un peu plus libre, mais j'en garde quand même à Ouais. négocier avec madame pour l'instant, mais c'est pas dans ma tête, c'est déjà clair et net, voilà. David, merci beaucoup. Un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs du podcast qui auront passé un petit peu plus d'1 heure et quart avec nous. Un dernier mot, quelque chose que tu as déjà dit, quelque chose que tu n'as pas encore dit, à savoir que les personnes qui écoutent le podcast sont pour beaucoup des coachs, pour certains qui fonctionnent déjà, pour d'autres qui veulent se lancer, mais on a aussi affaire à des gens. Je pense que le point commun de tout le monde, c'est avoir envie d'améliorer sa vie. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire que tu n'as pas déjà dit ou qu'est-ce que tu aurais déjà dit que tu voudrais répéter? Hem, apprenez à regarder qui vous êtes, quitte à ce que des fois ça soit pas très agréable, fouiller dans sa merde. Hem Pour être en phase avec ce que vous faites. Pas faire les choses parce que, c'est trendy, parce que, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est faire les choses, avec vos valeurs à vous. Tout à l'heure, Ken, il en a parlé, moi, je fais partie des rares coachs qui aimaient venir en formation dans un camping-car. Ouais. Voilà, je pense que j'en ai choqué plus d'un comme ça, En mais camping-car et en chaussures Five Fingers. voilà, mais j'en ai encore, hein. Maintenant que j'ai plus trop mal aux orteils, je peux les remettre. Mais ouais, être soi, vraiment arriver à être soi, à être en phase
et puis prendre du plaisir. N'ayez pas peur des autres. Les autres n'ont que des bonnes choses à vous apporter, même si c'est différent de qui vous êtes. C'est beau ça. Voilà. Un discours ouvert, un propos ouvert vers l'autre et Ouais, l'acceptation de l'autre. C'est très bien. ouais, Je pense dans une ouais. période dans laquelle on vit actuellement, c'est bon d'entendre dire ça. Ouais, ouais. Ah, mais Merci. ça, j'en suis convaincu. Je te dis, c'est l'humain qu'aura. Ouais. C'est l'humain. La clé de l'avenir de l'homme, c'est l'humain. Mmh. C'est pas le reste. C'est les décisions communes qu'on va prendre ensemble. Je suis je On suis verra. je suis d'accord avec ça. David, où est-ce qu'on peut te retrouver? En Isère. Alors après, moi, je suis pas très réseaux sociaux, donc Facebook, j'y vais une fois de temps en temps, voilà, pour dire que voilà, j'ai fait un post de temps en Mmh. temps. J'ai un site internet, mais encore une fois, ça n'est qu'une vitrine. Comme je te disais, moi, je crois dur comme fer à la relation humaine, donc j'entretiens mon réseau très local. Mmh. Voilà, j'ai repris une équipe en handball, par exemple. Toi, ça, par exemple, c'est une de mes évolutions. Moi, le handball était ma religion. Mmh. Je l'ai arrêté à cause de mon accident, je pouvais plus trop jouer. Bon, bah voilà, maintenant, je transmets ma passion du hand à des gamins, quoi. Donc, c'est cool. Donc, voilà, j'entretiens voilà, le réseau local. C'est Mmh. important pour moi parce que j'aime la région dans laquelle je suis, vraiment. Euh, mais après, faut pas hésiter, si les gens veulent me retrouver sur Messenger, Facebook, ils peuvent me solliciter, c'est Je avec mettrai, grand, grand plaisir. je mettrai ça. Ouais. Voilà, tu peux même donner mon numéro, je m'en fous, il y a pas de souci. Voilà, tu peux donner mon mail, mon numéro, il y a pas de problème. Je suis Ça marche, suffisamment, gros con pour ne pas répondre quand j'ai pas envie de répondre. c'est bien. David, merci beaucoup pour, le temps que tu as Merci à toi, partagé ça me fait super plaisir en tout cas, et vraiment, de voir comme tu évolues aussi, ouais, parce que faut qu'ils comprennent ça, les gens qui nous écoutent, c'est que tu es parti de rien, mais ouais, que tu avais cette intelligence dans le service qui fait que tu es là aujourd'hui et tu as su bosser, bosser dur, oser prendre des risques et voilà, tu es une réussite quoi. Tu es, une réussite. ça se voit pas, mais je suis plein de chair de poule là tout de suite et je suis extrêmement gêné parce que voilà, c'est le genre de propos qui, quand c'est fait dans ce genre de situation, c'est gênant. Mais je prends, merci beaucoup. Ouais, mais tu Euh, vois, ça fait partie des leçons du vieux con que tu as en face de toi aujourd'hui. C'est qu'on n'a plus à être gêné de ça. ouais. On n'a plus à être gêné de ça. Tu as fait le job. Tu vois ce que je veux dire? Tu as fait le job et aujourd'hui, je m'excuse, hein, je suis cru, Mm, encore une mm. fois, je m'en fous, c'est pas grave. Tu as les couilles de te dire, bah voilà, tiens, je vais créer un podcast et puis je vais faire les choses. Tu le fais. Tu fais partie des gens qui passent à l'action. Et ça, c'est royal. Il y a que ceux qui passent pas à l'action qui peuvent la ramener. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Comme je l'ai dit en introduction, c'était important pour moi de faire ça. Et en fait, dès que j'ai vu que tu étais de retour dans le game, je me suis dit, il faut que... Et tu m'as écrit en fait il y a pas longtemps pour savoir comment ça allait, parce que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas parlé, ça faisait plus ou moins un an. Et en parallèle, j'ai vu que tu étais reparti dans le game et j'ai dit, bah en fait, je refaisais une salve d'enregistrement et je me suis dit, il faut que David vienne absolument. Parce que comme je le disais en introduction, moi, je suis arrivé en formation parce que voilà, j'avais envie d'en apprendre plus sur le fitness, mais sans réelle passion, ou en tout cas, le feu n'était pas aussi embrasé. Et en fait, je t'ai vu et j'étais là, mais ce mec est complètement taré, j'ai envie d'être comme lui. J'ai envie de me retrouver dans cette position où, voilà, où je vais pouvoir parler à des gens. Et en fait, voilà, comme si tu avais jeté un grand seau d'alcool à brûler sur la petite flamme et ça a fait. Et donc voilà, merci pour ça. Tu es une pierre angulaire de cette carrière que j'essaie de Eh faire ben, dans le écoute, fitness. j'en suis super Et heureux voilà, et je merci suis beaucoup. content du résultat. Pour toutes les auditrices et les auditeurs du podcast, merci beaucoup pour votre fidélité. Pour ceux pour qui c'était le premier épisode, bah, bienvenue. Et puis pour les autres, merci d'être là. Et je vous dis à très bientôt. David, merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci et embrasse la famille. J'y manquerai pas.